Cette rencontre est née il y a 6 mois d'une discussion entre Jean-Frédéric et Michel, qui chacun de leur côté, l'un pour la France et l'autre pour la Suisse, ont commencé à s'inquiéter de la tournure que prenait la politique dans leur pays et de l'indépendance de leur pays. Ils ont alors décidé, lors d'une double conférence, parce que, comme vous le savez, souvent on double les conférences, et ils étaient hier à Lausanne, ils ont décidé de faire un duo et d'aborder différents sujets. Qu'en est-il du déclin des démocraties? Qu'en est-il de la réduction des libertés individuelles? Et y a-t-il une perte progressive de la souveraineté des États? Alors je ne vous cache pas, vous êtes tous plus ou moins éveillés, il me semble, et vous savez un peu ce qui se passe avec l'Union européenne, l'OMS, et ils vont en discuter ce soir lors d'un débat. Alors, qui sont nos débatteurs ce soir? Alors, je commence évidemment par les femmes, quand même. Michel, vous êtes fondatrice et présidente du mouvement fédératif roman, qui a pour la Romandie en Suisse, qui a pour objectif de donner la parole à ceux que l'on bâillonne. Vous voulez offrir à la Suisse romande un débat démocratique dont elle est privée depuis longtemps. Et vous êtes également juriste. Jean-Frédéric, vous êtes un homme politique français. Beaucoup de personnes ici vous connaissent, voire tout le monde. Vous avez été maire de Rambouillet, député de 2009 à 2017. Actuellement, vous êtes le président de VIA, le Parti démocrate chrétien. Et vous écrivez de nombreux livres que vous trouverez à la sortie. Et la dignité humaine et la bioéthique sont des sujets qui vous tiennent spécialement à cœur. Alors moi, j'ai la chance de vous connaître tous les deux et je peux vous dire que vous avez affaire ce soir à des personnes qui ont une colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils pensent ce qu'ils disent et ils agissent en conséquence avec droiture et courage. Et je tiens à les en remercier ce soir. Voilà, donc je vous laisse la parole. Après cette intervention, et bien évidemment, c'est vous le public qui aurez la parole pour poser vos questions. Merci Catherine. Mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde m'entend? Comme il faut, même au fond? Très bien. À mon tour de vous remercier de votre présence, de remercier en la personne de Madame le maire adjointe Pressin, du directeur général qui nous fait l'amitié d'être présent, de remercier Madame le maire pour le près de cette salle et de remercier nos amis des mouvements patriotes qui nous rejoignent également ce soir. Catherine vous a campé le sujet, on pourrait mettre un S majuscule à sujet que nous allons traiter ce soir parce que, malheureusement pour nous tous, la question du délitement de la démocratie et de la souveraineté nationale est un sujet d'actualité qui restera longtemps, comme je dis de temps en temps, et qui prend particulièrement ces temps-ci des tournures extrêmement diverses et assez lourdes. Et c'est la raison pour laquelle nous allons évidemment parler de toutes ces questions, mais nous voulions aussi, avec Michel, évoquer avec vous un sujet qui est peut-être passé sous vos écrans radars personnels. C'est d'ailleurs pas... Vous n'en êtes pas responsable, parce que personne ne va vous parler de ce que je vais aborder dans l'instant. C'est-à-dire la manière dont l'Organisation mondiale de la santé est en train de démanteler nos politiques publiques de santé, d'en train d'attaquer nos droits individuels et d'esquinter durablement la relation entre les médecins et les patients. Je vais expliquer ça en détail dans quelques instants. Ensuite, Michel nous dira tout le bien qu'il pense de cette évolution du traité des réglementations de l'OMS. Et puis, on pourra aborder des tas de sujets. Et je fais confiance à votre vitalité pour, dans les échanges que nous aurons avec vous, aborder des tas d'autres questions. Quand nous aurons fini tout ça, il sera environ 4 heures du matin, donc on pourra rentrer tranquillement chez soi, préparer la soupe à l'oignon. On fait de la soupe à l'oignon ici, dans la région, je suppose. Et aller au travail tranquillement. Le point commun qu'il y a entre le mouvement roman que préside Michel et via la Voix du Peuple, via le Parti chrétien-démocrate que je l'ai l'honneur de présider, c'est que nous avons pris, à l'occasion de la crise sanitaire du Covid, en Suisse comme en France, des positions assez sèches. De manière tout à fait
schématique, je pourrais vous dire en une phrase que nous n'avons pas acheté le narratif officiel. Nous avons considéré qu'il y avait là, non pas un complot mondial visant à propager des virus de manière intentionnelle pour ennuyer les gens, mais qu'à tout le moins, un certain nombre de personnes avaient un agenda politique qu'ils ont déployé à l'occasion de cette crise sanitaire, en particulier en testant la résistance des peuples à un certain nombre de contraintes que sans cette crise, jamais nous n'aurions subi. Je prends souvent cet exemple. Vous vous souvenez certainement que nous nous sommes à nous-mêmes donné par écrit l'autorisation de sortir de chez nous, donné l'autorisation d'y revenir, en signant un papier comme on pouvait. Alors les petits malins qui avaient 4 poches ont mis un papier dans chaque poche, un pour 13h-14h, un pour 14h à 15h, un pour 15h à 16h, etc. D'autres n'ont pas pris de papier du tout. Et comme j'ai l'habitude de dire, la dernière fois que j'avais fait l'exercice, c'est quand je séchais les cours, quand j'étais au collège, j'imitais la signature de mes parents pour dire pourquoi j'étais pas là la veille. C'est grosso modo l'infantilisation générale dont nous avons fait l'objet à cette occasion. Et nous avons tous marché. Dans un silence qui avait quelque chose d'extrêmement sidérant. Et à la sortie de cette crise sanitaire, après que vous avez vu toutes les péripéties de cette opération, vous avez assisté comme moi aux contradictions, aux mensonges propagés par les pouvoirs publics. Le directeur général de la santé, M. Salomon, que tout le monde a oublié, a été convaincu de fausses déclarations devant le Sénat, a été convaincu de faux en écriture publique, je vous rassure, il est toujours en poste. Enfin, tout ça prenait l'apparence d'une formidable mascarade. Nous avons tous été des victimes. Mais ça ne s'arrête pas là. D'abord parce qu'un très grand nombre de personnes, comme vous le savez, en ont subi des effets. Je parle des effets secondaires du vaccin qui sont, pour eux, extrêmement durables et extrêmement graves, qui se comptent par dizaines, voire centaines de milliers en Europe, ce qu'on commence à savoir, hein, tout ça est évidemment documenté. Mais la très célèbre Organisation mondiale de la santé, dont on n'entend jamais parler en principe, en a profité pour pousser ses pions. L'Organisation mondiale de la santé, vous savez ce que c'est, on a publié un petit livret qui est à votre disposition à la sortie, dans lequel nous racontons tout ça. Michel, d'ailleurs, y a également contribué. Cette organisation est née après la guerre, vous le savez, d'une intention qui était louable, qui consistait à faire en sorte que les pays du monde entier mettent en commun leurs connaissances, leurs bonnes pratiques, les organisations, les protocoles, les médicaments qu'ils pouvaient avoir pour que le niveau de santé accessible dans des pays un peu moins favorisés puisse rejoindre celui des pays favorisés. Œuvre de fraternité universelle, mondiale, contre laquelle, évidemment, personne ne peut aller. Et puis très vite, vous verrez, c'est raconté dans ce petit livret, l'OMS s'est mis à faire du contrôle démographique des populations, considérant que quand il y avait trop de monde dans des pays, eh bien, il ne pouvait pas y avoir de développement économique durable. Donc on a commencé à faire des campagnes de vaccination massives, des campagnes de stérilisation, etc. L'OMS a servi à tout ça, avec les fonds versés par les États, donc les fonds des contribuables français, mais de tous les pays qui sont contributeurs. Je passe le détail, vous lirez tout ça dans cette petite plaquette. Et nous arrivons en 2020, 2021, 2022, où naît dans certains esprits cette idée selon laquelle, sur la base de l'expérience vécue pendant la crise de la Covid-19, décidément, il faut qu'en cas de pandémie, une gouvernance mondiale s'installe et que cette gouvernance mondiale soit contraignante. Donc on ne parle plus d'une coopération entre les États, d'une mise en commun des connaissances pour faire que les politiques de santé publique soient efficaces là où elles se déploient. Il s'agit de désigner l'OMS comme la seule autorité sanitaire compétente en cas de pandémie. De sorte que, c'est ce que dit le futur traité, j'espère pas futur traité, mais enfin le projet de traité, de nouveau traité, c'est l'OMS qui fixe les politiques de santé publique applicables dans tous les pays du monde, et aucun pays ne peut se détourner de ces politiques sanitaires et est obligé de les appliquer. Ça, c'est l'article 1, je vous fais les choses de manière synthétique. Alors, la question, c'est qui décide que nous sommes en état de pandémie? C'est-à-dire à quel moment
l'état sanitaire du monde est tel que l'OMS prend la main dessus. C'est l'article 2. Donc article 1, en cas de pandémie, c'est l'OMS qui commande. Article 2, qui décide que nous sommes en pandémie? Réponse, l'OMS. Comme ça va plus vite. Comme disait Coluche, je fais qu'un voyage. Donc je suis le directeur général de l'OMS, car tout ça revient à la décision d'une seule personne, sans consulter les États, sans consulter les parlements, sans consulter évidemment les peuples, ce qui, d'ailleurs, pour des sujets de cette complexité, peut se comprendre. Mais c'est une seule personne, le directeur général de l'OMS, qui est investi du pouvoir de décider que nous sommes en état de pandémie, et donc d'intimer aux États d'appliquer les politiques sanitaires que décide l'OMS. Alors en quoi décident ces politiques sanitaires? Je vais vous donner un exemple qui vous est familier. L'OMS dira par exemple, vous devrez administrer à toutes vos populations le vaccin X, Y ou Z, et vous serez prié d'acheter ce vaccin à un laboratoire Y, Z ou T. Voilà ce qui est en train de se profiler et ce qui est en train de décider l'Organisation mondiale, enfin de proposer à ses États membres l'Organisation mondiale de la santé. Alors, les conséquences, vous êtes de grandes personnes, je n'ai pas besoin de vous les expliquer longtemps. Tout le monde comprend très bien, premièrement, que l'épidémie qui se déploie en Finlande, au Congo belge ou en Nouvelle-Zélande, même si c'est le même virus et la même maladie, tout le monde comprend très bien qu'un certain nombre de conditions matérielles propres à chacun de ces pays pourraient justifier qu'on n'applique pas exactement ni le même protocole, ni les mêmes politiques, ni les mêmes vaccins, ni les mêmes médicaments. Enfin, il y a suffisamment de diversité dans l'humanité pour comprendre qu'on peut traiter différemment des populations qui sont dans un état différent. Tout le monde comprend également que, selon que vous êtes en Mauritanie ou au Nigeria, avec quasiment pas d'infrastructure de santé publique, ou alors aux États-Unis ou en France ou en Suisse, évidemment, le déploiement des politiques de santé publique n'est pas le même. Donc on doit pouvoir aussi adapter. Rien de tout ça ne prévaut, puisqu'encore une fois, l'OMS s'apprête à devenir l'opérateur, le décideur unique de politiques uniformes applicables sur la surface de la planète, avec obligation pour les États membres de s'y conformer. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça esquinte aussi immédiatement, c'est la première conséquence, la relation que chacun d'entre nous entretient avec son médecin traitant. Nous avons parfaitement vécu ça pendant la crise de la Covid. Vous connaissez certainement, comme moi, un certain nombre de médecins qui ont été inquiétés, pour ne pas dire qu'ils ont été suspendus, certains d'entre eux radiés, purement et simplement pour avoir refusé de pratiquer ce qui était demandé par le gouvernement, ou pour avoir au contraire maintenu leur liberté de prescription. Et vous avez entendu parler des ordonnances, certains d'entre vous peut-être en ont bénéficié, d'ivermectine, d'azithromycine, du zinc, de la vitamine D, etc., pour soigner la Covid. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné dans la plupart des cas. Mais je connais personnellement un certain nombre de médecins qui ont été radiés pour avoir prescrit ce type d'ordonnance et qui ont été rattrapés par leur ordre, les ordres des médecins ayant joué dans cette affaire un rôle qui n'est pas à leur honneur. Je préfère le dire de manière très claire et telle que je le pense. Donc ça affecte directement, cette affaire, la relation personnelle que nous entretenons avec notre médecin traitant et la liberté de prescrire de nos médecins, ce qui nous impacte encore une fois très directement et durablement. La deuxième chose qu'il faut voir et qui nous impacte dans ce traité, c'est le fait que des articles, dans ces prévisions de nouveaux traités, prévoient que les États devront communiquer toutes les données de santé publique nécessaires à une meilleure compréhension et une meilleure appréhension des phénomènes pandémiques. Quand je dis toutes les données, vous avez fait français première langue comme moi, c'est toutes les données sans exception. C'est-à-dire que nos données personnelles de santé vont se promener dans les couloirs d'une organisation mondiale que personne ne contrôle. Personne ne sait l'utilisation qui en sera faite. Et évidemment que entre cette organisation mondiale et la collusion des laboratoires pharmaceutiques et des producteurs de médicaments, vous imaginez bien que toutes ces données-là ne vont pas rester planquées dans un tiroir jusqu'à la fois d'après. Donc nous allons là aussi être passés à une certaine forme de moulinette statistique. Alors, est-ce que nous en pâtirons individuellement? Personne n'en sait rien. Mais reconnaissez que de communiquer ces données qui nous concernent et qui sont jalousement gardées sous le sceau du secret médical, c'est en tout cas le régime qui prévaut en France d'ailleurs comme en Suisse, de voir que tout ça se promène n'est quand même pas non plus une bonne nouvelle. Donc, pour dire les choses et terminer ce propos introductif, cette Organisation mondiale de la santé, qui était initialement faite pour organiser la solidarité entre les nations, ce qui est une belle idée, je le répète, et une belle intention,
devient en réalité l'instrument de suppression, d'une part, de la souveraineté de nos États, puisque nous avons confié, comme d'ailleurs beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne, notre protection et la mise en œuvre de nos droits à nos États respectifs et aux gens qui sont censés le diriger. Il n'était pas prévu dans le contrat que, jusqu'à cette dimension très intime de la santé personnelle, tout cela finisse dans les mains d'une organisation qui, malheureusement pour nous tous, je le déplore évidemment, devient animée par des intérêts qui sont d'abord mercantiles et pas d'abord la protection des populations, alors que c'était encore une fois sa mission initiale. Ceci se déroule en ce moment, puisque pour aboutir au résultat que je viens de décrire, il faudrait que le traité fondateur de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que le règlement de santé, enfin le règlement intérieur, pour dire les choses rapidement, soit modifié, ce qui ne peut être fait que lors d'une assemblée générale avec une majorité des États membres qui le décident. Michel vous donnera des précisions très utiles sur ce point. L'année dernière, une tentative a été faite de modifier le traité fondateur. Il y a tellement d'États qui ont résisté à cette modification que cette modification n'a pas été adoptée. Entre-temps, vous avez vu que les États-Unis ont décidé de quitter l'Organisation mondiale de la santé, l'Argentine d'ailleurs aussi. Et je plaide, comme un certain nombre de mes amis co-auteurs dans cette petite plaquette, pour que la France en fasse au moins autant. Au moins autant. Et j'ajoute que quand on aura, pour boucler la boucle, bien en tête le fait qu'il y a une différence entre les contributeurs de l'OMS. Vous savez que l'OMS est financée par des États. La plupart du temps, sont quelques dizaines, une centaine de millions de dollars. Quelques millions pour les plus petits États, quelques dizaines ou centaines pour les plus gros. Mais également des organisations privées peuvent financer l'OMS. Quelle est la différence entre ces deux types de financeurs? Elle est très simple à comprendre. Les États versent, point. Les contributeurs privés versent en fléchant leurs dons. Et donc, quand M. Bill Gates finance l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'il fait, il est en droit d'exiger de l'OMS que les fonds qu'il verse soient dédiés à tel ou tel type de politique ou d'opération. Et quand, par le plus grand des hasards, un certain nombre de ces donateurs philanthropes sont eux-mêmes actionnaires de laboratoires pharmaceutiques, je ne vous fais pas de dessin, c'est pas la peine d'être grand clair pour deviner la manière dont ça se passe, on ne fait qu'en fait accentuer la dérive que j'évoquais tout à l'heure. Donc les circuits sont très... C'est du travail d'orfèvre, il faut reconnaître que c'est de la belle ouvrage, comme on disait quand j'étais petit. Il y a encore moyen de s'en sortir, il faudrait simplement, je mets des guillemets, que le gouvernement suisse, enfin le Conseil fédéral suisse, ou alors le gouvernement français, décide de ne pas accepter cette modification lorsque leurs représentants respectifs seront réunis en Assemblée générale de nouveau au mois de mai prochain. L'année dernière, d'ailleurs, il y a un an, nous étions, Michel, moi et un certain nombre de milliers de personnes, devant le siège de l'OMS pour manifester notre protestation contre l'adoption de ces textes. Voilà, c'est le premier sujet sur lequel nous souhaitions vous alerter ce soir pour que vous soyez au courant et que, là où vous êtes, vous puissiez propager cette information, la faire connaître et solliciter, si jamais vous aviez quelques pouvoirs en la matière, mais vous êtes citoyen donc vous en avez un, nos représentants pour leur dire tout ça. Ils sont absolument pas au courant de rien. Il n'y a aucune espèce de... On ne peut pas passer son temps à se foutre sur le nez dans l'Assemblée nationale et s'intéresser à ce genre de sujet. Le temps étant pas élastique, il faut choisir son camp, comme dirait l'autre. Voilà. J'ai terminé pour l'instant. Michel, c'est à toi. Oui, alors, on a parlé, je vais rebondir sur la manifestation, parce que, en fait, l'année dernière, on était ensemble à la manifestation, mais le mouvement fédératif roman avait déjà fait une manifestation contre le traité pandémique l'année précédente, justement au moment de l'Assemblée générale de l'OMS. Donc on avait une longueur d'avance sur tout le monde. Évidemment, personne ne nous a écoutés. On n'était pas très nombreux, mais on a fait le taf. Voilà. Sinon, en Suisse, bon, ben, écoutez, ça se passe comme en France, c'est pareil. Ce qu'il faut comprendre avec ces traités, enfin, il y a plusieurs documents. Il y a le traité pandémique et il y a le règlement sanitaire international. Enfin, peu importe, l'un et l'autre nous privent de nos libertés. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, en fait, l'OMS, c'est le grand méchant. D'accord, tout le monde pense que c'est le grand méchant. Alors, oui, c'est le grand méchant, on est d'accord, mais qui
cède sa souveraineté au grand méchant, pas le grand méchant qui vient la prendre, hein. C'est bien nos États. Et puis, bon, je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que qui peut sanctionner les gens? Pas l'OMS. Alors, c'est quelque part une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, parce que de nouveau, ce sont vos États qui vont pouvoir le faire. Donc, c'est-à-dire, c'est les représentants de vos États, le gouvernement français, le gouvernement suisse, enfin, tout ce qu'on a connu pendant la crise Covid. Bon, en Suisse, c'était un peu plus léger, mais bon, c'était pas drôle non plus. Ce sont vos États qui vous l'infligent. C'est pas l'OMS. C'est parce que les États ont été d'accord de céder leur souveraineté à l'OMS. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ça ne rend pas l'OMS plus sympathique, mais ça permet de comprendre qu'il ne faut pas, quand on manifeste contre l'OMS, c'est contre nos États qu'il faudrait manifester. Donc, du coup, je vais dire la même chose que Jean-Frédéric. C'est chacun de nous qui doit bouger et qui doit alerter son gouvernement, son Parlement, qu'on n'est pas d'accord avec ça. Le problème, c'est que peu de gens sont au courant. Et puis, si le Parlement français, les gens au Parlement français ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe à l'OMS, en Suisse, c'est exactement pareil. Il y a énormément de parlementaires qui n'ont qu'une idée de ce qui se trouve ni dans le traité pandémique, ni dans le règlement sanitaire international. Alors, le règlement sanitaire international, c'est un espèce de règlement intérieur. Alors, c'est important de faire la différence parce que, en tout cas pour la Suisse, c'est très important parce que, comme c'est un règlement qui a déjà été, c'est des modifications qui ont eu lieu l'année dernière. Alors, il y a peut-être une petite chose que je voudrais rappeler. L'année dernière, au 1er juin, on a dit non, mais il ne se passe rien, parce qu'effectivement, toute la semaine, il y avait eu des délibérations sur ce règlement sanitaire international, sur les modifications qui devaient être faites. Il faut quand même préciser que normalement, les modifications qui sont faites au règlement sanitaire international, elles doivent être proposées aux États membres, aux représentants des États membres, au moins 4 mois avant l'Assemblée générale. Alors, ça c'est dans la constitution de l'OMS. Autant vous dire que à chaque année, ils nous font le coup, ils passent à côté, jusqu'au dernier moment, on va négocier sur tout. Et donc, en fait, le 1er juin, à 18h, rien n'avait été fait, et il y a eu des annonces, malheureusement sur les réseaux sociaux, un peu partout, il y a eu une espèce de confusion où on a dit non, magnifique, le règlement sanitaire international n'a pas changé, ouais, les gars, c'est super. Ben non, parce qu'à 21h, ils sont revenus, et le lendemain matin, à 6h, quand je me suis levée, j'ai vu le résultat. Voilà, mais c'était beaucoup moins drôle. Et ce règlement sanitaire international, comme il a déjà été, c'est juste des modifications. Nous, en Suisse, on a la chance de pouvoir, d'avoir des outils démocratiques qui nous permettent de s'opposer notamment à ce règlement international, hypothétiquement, parce que maintenant, c'est en train de discuter au Parlement de ne pas le passer en référendum facultatif. Quand c'est un référendum facultatif, ce qu'il faut comprendre, c'est que les citoyens doivent faire la démarche d'aller récolter des signatures. Donc 50 000 signatures, c'est pas évident. Et ensuite, on va pouvoir passer au vote. Donc vous voyez, c'est quand même pas tout à fait évident, mais on a ce moyen-là. Apparemment, là, cette année, pour le règlement sanitaire international, il n'y a même pas cette possibilité pour essayer de rejeter ces amendements. Et le problème, c'est que ces amendements constituent, de fait, des modifications de notre constitution, la constitution suisse. De fait, ça ne va pas être, c'est pas formel. Mais normalement, si ça constitue une modification de notre constitution, ça devrait passer systématiquement au vote. Donc vous voyez, comme quoi, on part du traité pandémique, puis on arrive un petit peu à une sorte d'effritement des institutions qu'on peut constater dans tous les pays, et bien également en Suisse, où on dit la Suisse c'est fantastique, c'est une démocratie directe. Et vous voyez, ça a aussi des limites. Donc pour en revenir à l'OMS, il y a deux documents, donc le traité pandémie et le règlement sanitaire international. Je laisse de côté le règlement sanitaire international, vous avez compris. Et puis le traité pandémie. Alors, le traité pandémie, l'année dernière, personne n'a réussi à Jean-Frédéric l'a dit, les États membres ne se sont pas accordés sur ce qui était dans ce traité pandémique. Bon, il y avait des choses assez choquantes. Il y avait tout ce principe, mais je pense qu'ils vont nous le refourguer d'une autre manière, mais il y avait tout ce principe de One Health. Jean-Frédéric, il a bien expliqué qu'en fait, c'est appliquer la même politique de santé à tout le monde. Voilà. Alors,
C'est très joli, parce qu'en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des éléments de langage qui sont extrêmement... si vous le lisez comme ça, mais c'est... Quoi ? Pourquoi est-ce qu'on s'opposerait à une chose pareille ? C'est génial, on veut s'occuper des gens, on veut les soigner. C'est vraiment... C'est de la belle ouvrage. C'est de la belle ouvrage. C'est vraiment bien fait. Vous ne pouvez pas vous opposer à ça quand vous le lisez et quand vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Quand vous commencez à comprendre un petit peu les rouages, vous dites non, c'est peut-être bien énoncé, mais c'est drôlement pervers. Effectivement. Quand vous pensez que le directeur de l'OMS peut, tout seul, déclarer une pandémie. Mais si vous vous souvenez bien, en 2022 ou 3, je ne sais plus, 2023 je crois, 2023, au mois de mai, oui, c'était ça, 2023, au mois de mai, juste avant l'Assemblée générale de l'OMS, ils nous ont fait le coup du monkeypox. Vous vous souvenez ? Bon, ça n'a pas fonctionné, les gens ne sont pas affolés, tant mieux, mais on était reparti pour les vaccins, les trucs, les machins, c'était reparti. Voilà. Bon, ça n'a pas marché, tant mieux. Mais ça, qui est-ce qui a décidé ? On n'a consulté personne, c'est le directeur de l'OMS qui a dit « Ouh là là, attention !» Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il peut même déclarer que potentiellement, il pourrait y avoir une pandémie. Donc, c'est génial, ça. Parce qu'en fait, on peut être en état d'urgence en permanence. Parce que qui dit pandémie, dit état d'urgence. On l'a vu, on l'a constaté, on l'a vécu. Mais si, potentiellement, il y a à l'autre bout du monde, il y a tout d'un coup un petit virus ou je ne sais pas quoi, et que le directeur de l'OMS, il se dit « Ah ouais, non, mais peut-être quand même, là, on ne sait jamais, ça pourrait être grave. » Donc en fait, on est en pandémie, parce qu'elle a été déclarée, et encore, pour voir si c'est vrai, ou on est potentiellement en pandémie. Donc en fait, on est en état d'urgence tout le temps. Et puis bon, comme vous le savez, celui qui déclare l'état d'urgence, il fait ce qu'il veut après. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement grave. Autre chose à propos du terme pandémie, le terme pandémie, il a été modifié. Ça ne veut plus dire la même chose. Maintenant, pandémie, en fait, il y a un petit virus à droite, à gauche, ça y est, c'est une pandémie. Avant, et puis, ce n'est pas clairement exprimé. Une pandémie, c'est quoi ? C'est combien de morts ? C'est combien de malades ? Enfin, il faut que ça soit précis. Il n'y a rien de précis. Donc, vous voyez, c'est le flou artistique, donc on peut tout faire avec du flou artistique. On peut interpréter comme on veut. Et c'est exactement ce qu'il y a dans ce traité. Alors, il est saucissonné en plusieurs morceaux pour pouvoir nous le faire passer, que ça soit un peu moins indigeste. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant. Et puis, on ne va plus trop en parler. Ça se passe toujours comme ça avec les médias. Quand les gens bougent beaucoup, ils en parlent un petit peu. Et puis là, comme on a saucissonné le truc, on n'en parle plus. Les gens ne comprennent pas forcément tout. Il y a aussi cette problématique des pathogènes. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire des pathogènes, des PABs. Donc, c'est ça qui permet... Pourquoi, en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce traité pandémie? C'est de nouveau une affaire financière. Les pays du Sud, on va donner l'exemple de l'Afrique du Sud, quand il y a eu le virus, le coronavirus, il y a eu plusieurs mutants, et je ne sais plus si je crois que c'était pour l'Omicron, c'est l'Afrique du Sud qui a découvert, qui a isolé l'Omicron, bon voilà. Donc, génial, les entreprises pharmaceutiques sont arrivées, chic, on va prendre ça parce qu'on va pouvoir modifier le vaccin, on va pouvoir l'améliorer. Bon, très bien. Mais ceux du Sud, ils ne sont pas tout à fait d'accord parce que c'est eux qui font la découverte et tout, puis c'est les autres qui s'en foutent plein les poches. C'est juste une histoire d'argent, c'est tout. Donc en fait, tant qu'ils ne se sont pas partagé le gâteau de manière équitable pour eux, eh ben, ils ne s'entendent pas. Mais une fois qu'ils se seront débrouillés et qu'ils seront d'accord là-dessus, ben, il n'y a plus rien qui va arrêter. Voilà. Donc, ben, c'est à nous d'être vigilants et puis de vraiment faire les démarches auprès de nos gouvernements, parce que c'est nous le peuple souverain, et de demander à ce qu'ils n'avancent pas plus dans cette direction, parce qu'on voit très bien que c'est une atteinte, alors directement à nos libertés, on l'a vécu, on le sait, c'est une atteinte donc à la démocratie, et ça entraîne une perte totale de notre souveraineté. Et la souveraineté, c'est quoi ? C'est l'autodétermination. Et on est d'accord qu'on est dans des nations
qui veulent pouvoir décider de leur devenir et de qui va de diriger eux-mêmes leur pays, de ne pas être tributaire d'un organe supranational qui va mener une politique globale. Voilà. La question qui est posée, au fond, c'est celle de la confiance que nous devrions pouvoir entretenir dans nos institutions. Et le corollaire de la confiance, c'est une certaine forme d'objectivité du discours, d'abord, et puis ensuite de transparence des mécaniques de décision. Je commence par ce second point. Vous vous souvenez qu'au moment de la crise sanitaire, le président de la République avait décidé de réunir un conseil scientifique et un conseil de défense, dont on a entendu parler, pas tous les jours, mais pas loin. Il a parfaitement le droit de le faire, heureusement d'ailleurs. Le chef de l'État a le droit de s'entourer des conseils qu'il veut pour prendre des décisions qu'il doit prendre. D'ailleurs, le conseil de défense est inscrit tel quel dans nos textes constitutionnels, donc c'est une instance qui est parfaitement répertoriée. Ce qui n'était pas prévu, c'est que ce conseil de défense, en principe, il est fait pour traiter de risques qui sont à caractère plutôt militaire ou plutôt de sécurité au sens de l'ordre public. Pas des questions de santé publique. Et on comprend très bien pourquoi. Quand le Conseil de défense se réunit pour savoir quel est l'état des forces ennemies, où sont les colonnes de chars qui nous attaquent, est-ce qu'on envoie la bombinette ou est-ce qu'on ne l'envoie pas, quel type de missile il faut choisir. Heureusement que le peuple n'a pas à savoir tout ça, parce que, d'abord, qu'est-ce qu'on en ferait? Premièrement, une fois qu'on sait ça, à part d'alimenter des discussions de bistrot, je ne vois pas très bien à quoi ça peut servir. Et heureusement que les autorités publiques ont la possibilité de camoufler leurs intentions stratégiques et leurs décisions tactiques par rapport à leur ennemi. Pour que le Conseil de défense soit revêtu du secret des délibérations en matière militaire ou en matière de sécurité et d'ordre public, c'est pas choquant. Mais la santé publique, c'est pas la même chose. Que je sache, se bagarrer contre un virus, alors nous sommes en guerre, tout le monde se souvient de cette phrase, d'ailleurs elle revient à la mode ces jours-ci, et tout le monde comprend bien qu'entre des missiles hypersoniques russes et un virus, il y a 2-3 différences quand même en termes d'abord d'immédiateté du danger, de traitement, enfin c'est pas tout à fait le même sujet. D'avoir maintenu une telle opacité sur des sujets qui concernent la vie de notre vie quotidienne, à nous, avec des impacts que tout le monde a connus sur l'emploi, la santé de l'économie, nos libertés publiques. Pas le droit de se déplacer, pas le droit de se réunir, pas le droit de manifester, pas le droit d'aller travailler, pas le droit d'ouvrir son commerce, pas le droit de voter, puisque je vous rappelle que les élections municipales ont été reportées d'une douzaine de semaines, ce qui est sans précédent dans l'histoire politique de notre pays. Ce genre de décisions-là ne doivent pas faire l'objet du secret de délibération. Et après tout, les Français sont assez grands, d'ailleurs les Suisses aussi, pour comprendre que quand les scientifiques se réunissent pour essayer de comprendre comment va le virus, est-ce qu'il mute, est-ce qu'il ne mute pas, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il ne meurt pas, etc., on a le droit de savoir. Pourquoi a-t-il fallu organiser l'opacité de cette délibération et réunir ces instances sans agenda, sans ordre du jour, sans compte-rendu, sans procédure contradictoire, sans débat public, même par le Parlement? Alors, je peux comprendre que, encore une fois, j'ai été vice-président de la commission des lois de notre Assemblée nationale pendant quelques années. J'ai présidé une commission d'enquête sur les moyens de Daesh et tenu des audiences à huis clos et reçu dans l'anonymat des gens qui étaient des services de renseignement, des journalistes, etc., dont personne ne souhaitait qu'on sache, qui venaient plancher devant nous. Donc le secret en tant que tel ne me choque pas. Et comme disait le regretté Charles Pasqua, la liberté d'information s'arrête là où commence la raison d'État. Tout le monde comprend ça très bien. Là où était la raison d'État? Qu'est-ce qui explique qu'il ait fallu maintenir, dans une espèce d'opacité permanente, le peuple français, et pas que le peuple français du reste, pendant la gestion de cette crise? Je ne vous parle même pas des messages contradictoires, des mensonges que j'évoquais tout à l'heure, qui sont là encore incompréhensibles. Enfin, qu'on soit désemparé quand on commence à gérer un truc pareil qu'on n'a jamais vu, on comprend. Enfin, n'importe qui a eu à traiter une crise locale, une situation qu'il n'a jamais appréhendée, de temps en temps on tâtonne, on demande du temps, on ne sait pas très bien, ok. Enfin, au bout d'un petit moment, quand même, l'État français a suffisamment de ressources et de compétences pour faire des choses, pour avoir pu faire les choses autrement, il ne les a pas faites.
Et la deuxième question qui est posée, c'est celle de l'arbitraire. Parce qu'en fait, ce que vient de décrire Michel à l'instant, ça nous plonge dans une situation qui est facile à décrire. On ne sait plus où on est. De la même manière que, dans un certain nombre de pans entiers maintenant du droit français, ça ne vaut pas que pour les questions sanitaires, on ne sait plus quand on est dans la loi et hors la loi. Alors si, les limitations de vitesse, les radars et les amendes, ça c'est clair. Le stationnement interdit, c'est clair. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne sait pas très bien. De temps en temps, on peut être censuré pour avoir dit un mot de travers, on peut être rayé des cadres pour avoir fait je ne sais pas quoi. On a même, pendant cette crise sanitaire, inventé encore une bizarrerie du droit. Je ne comprends même pas comment le Conseil constitutionnel a pu laisser passer une ânerie pareille. Suspendre l'exécution de contrats de travail en l'absence de faute des salariés. En l'absence de faute des salariés, puisque même les salariés qui, n'étaient pas soumis à telle ou telle obligation, suspendre leur contrat de travail, plutôt que de licencier les gens, suspendre leur contrat, ne pas les payer, leur refuser de bénéficier de l'assurance chômage, puisqu'ils n'étant pas licenciés, ils ne pouvaient pas s'inscrire et bénéficier de l'assurance sociale, le tout dans des conditions de droit qui étaient absolument baroques par rapport aux libertés fondamentales, même à l'économie générale du droit du travail. Donc cet arbitraire-là, joint à l'opacité qui est maintenant la marque d'un certain nombre de décisions malheureusement publiques, plus le fait qu'on nous a raconté des bobards, parce qu'il faut quand même se le dire. De temps en temps, on était tout le monde chez soi, tout le monde vacciné, tout le monde était content, rassuré. Bien entendu, le vaccin empêche la transmission, etc. Enfin, vous avez entendu ça comme moi. Maintenant, tout le monde sait ce qu'il en est. Donc, on s'est fait promener, en fait, pendant 3 ans. Et quand vous additionnez ces 3 choses, la défiance, l'arbitraire et le mensonge, qu'est-ce qui reste de la confiance qu'on peut accorder au pouvoir public? Et quand on vient vous raconter après des histoires très graves comme celles qu'on entend en ce moment, et qu'on se souvient de ce qu'on nous a raconté il n'y a pas si longtemps, ce sont les mêmes qui nous racontent d'ailleurs des histoires différentes, comment voulez-vous qu'on marche? Ce qui m'étonne le plus, je vais vous dire, c'est qu'il y a encore des gens qui y croient. Ça, alors là, c'est pour moi un sujet d'étonnement, mais quotidien. Je ne comprends pas. Pourtant, tout le monde, quand on était à l'école, on a tous entendu l'histoire de Pierre et le loup. Hein. Vous connaissez, on se souvient tous de ça, de Pierre et le loup. Tout le monde connaît le sort qu'on réserve aux menteurs, en général, dans la vie sociale. Une fois, ça passe, 2 fois, c'est la dernière, et la 3e fois, on cogne. Symboliquement ou réellement, enfin, en général, on ne donne pas beaucoup d'importance aux menteurs dans la vie de tous les jours. On n'aime pas être dirigé dans son entreprise, ou entretenir des relations avec des gens qui entretiennent un climat de défiance, d'opacité. On a horreur de ça. Et là, ça continue. Ça continue parce que la peur est un moteur extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et c'est un moteur d'autant plus puissant que, d'une certaine manière, quand des choses très graves surgissent, il y a un certain nombre de gens qui, comme je le disais tout à l'heure, n'achètent pas le récit officiel. Et c'est de dire à leurs contemporains, alors là on est quand même en train de vous prendre pour des andouilles, quand même. Donc faites attention, enfin, réfléchissez un peu, non? Et là, le mot fatidique est lâché. Complotisme. Et vous voulez que je vous dise? C'est formidable ce mot. Quand vous êtes prêt à croire ce qu'on vous raconte, ça vous rassure. Ah bah oui, alors l'autorité a raison. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer que des gens qui sont censés nous protéger nous mentent à ce point? C'est insupportable en fait comme perspective. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays dans lequel on aurait la certitude que, en fait, on nous raconte des bobards en permanence et qu'on nous manipule à longueur de temps? C'est pas supportable, donc c'est plus confortable d'une certaine façon, ça nous maintient dans une certaine forme de tranquillité, de se dire, oh ben non, quand même, ils ont raison. J'évoquais tout à l'heure avec une amie chère ce qui est en train de se passer à propos de l'assassinat de Kennedy.
Il se trouve que c'est une de mes marottes personnelles. Ça date de mes cours d'anglais de classe de première, vous voyez, donc ça, à peu près il y a 3-4 ans. Merci d'en rire. Comme vous le savez, l'administration Trump a décidé de déclassifier des milliers de documents qui étaient jusqu'ici gardés secrets par la FBI et la CIA. Et il y a une représentante américaine, membre du Congrès, qui est chargée de piloter le comité chargé de déclassifier ces documents. Et elle a fait une conférence de presse il y a une dizaine de jours, expliquant très simplement que de ce qu'elle avait commencé à voir des documents qui sont déclassifiés, elle avait la certitude que M. Lee Harvey Oswald n'était pas le seul tireur au moment de l'assassinat de Kennedy, et donc il avait au moins 2 tireurs, donc il avait une conspiration. Le Congrès avait déjà établi ça dans les années 70, une première commission d'enquête qui l'avait dit. Le même Congrès américain a recommencé dans les années 90 en disant que les conclusions de la commission d'enquête initiale, la fameuse commission Warren dont vous avez entendu parler, ne pouvaient pas être considérées comme vraies. Donc les États-Unis, tout le pays sait depuis très longtemps que non, le récit officiel de Lee Harvey Oswald, seul assassin du président Kennedy, ça n'est pas possible. Et quand vous regardez la littérature des années 60, post-commission Warren, l'énergie avec laquelle les agences nationales américaines ont défendu la thèse du tireur solitaire, en traitant de complotistes tous ceux qui n'y croyaient pas. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et donc les complotistes d'hier sont ceux qui ont raison aujourd'hui. Le plus complotiste des deux n'est pas celui qu'on croit, comme on dit dans les cours de récréation. Et il en est de l'assassinat de Kennedy, comme beaucoup d'autres sujets graves, parce que les pouvoirs ont toujours la première tentation de vouloir se protéger contre tout un tas d'avanies et de dangers. Ça peut s'entendre. Mais, alors, moi je ne crois pas que la Terre soit plate, je vous rassure tout de suite. Je pense que les Américains ont réussi à aller sur la Lune. Je n'ai pas de problème avec ça, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, mais pour l'instant, la démonstration n'est pas faite. Je ne crois pas qu'on ait fabriqué de toutes pièces un virus pour infecter le monde entier en 2019. Je ne crois pas ça non plus. Mais je crois en revanche qu'un certain nombre de récits qui sont faits pour protéger les intérêts de ceux qui gouvernent, que ce soit leurs intérêts personnels de position ou leurs intérêts financiers, ceux-là sont inventés de toutes pièces pour tromper les gens. Et que sont traités de complotistes en réalité ceux qui disent non, 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 non. Vous nous racontez des cracks. Et comme la plupart du temps, ceux qui racontent ces cracks sont en situation de pouvoir se protéger, parce qu'ils ont des instruments qu'il faut, les médias qu'il faut, les autorités qu'il faut, la police qu'il faut, parfois la justice qu'il faut, parce que ça va jusque-là, à ma foi, l'accusation de complotiste surgit, et sa première caisse de résonance, encore une fois, c'est le caractère insupportable de la vérité. Il y a une très jolie brève de comptoir américaine qui dit la vérité, c'est comme la poésie. Et les gens n'aiment pas la poésie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement vérace dans cette affirmation. C'est difficile, la vérité. Et pourtant, il me semble que les gouvernants la doivent à leur peuple, sinon la notion de nation n'a plus de sens, la notion de souveraineté n'a plus de sens, d'une certaine manière, la notion d'indépendance n'a plus de sens. Tout s'effondre si la vérité n'était pas le moteur de l'échange entre les gouvernants et les gouvernés. Alors avec des limites, je disais tout à l'heure, la raison d'État, c'est comme ça, c'est comme dans les négociations commerciales, c'est comme dans les discussions familiales, on ne dit pas tout aux enfants, on ne dit pas tout au peuple parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais on n'est pas obligé de mentir pour autant. C'est toute la différence. Donc cette affaire de Covid, comme beaucoup d'autres, on pourra dans les questions tout à l'heure aborder d'autres sujets d'actualité si vous le souhaitez, repose en fait sur le mécanisme de la peur qui est faite aux gens pour qu'ils acceptent ce qui dans d'autres circonstances serait parfaitement inacceptable. D'ailleurs, quand on prend 3 secondes de recul sur ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire, on se dit mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Enfin, quand même, c'est quand même gros d'avoir obtenu ça de je ne sais pas combien de centaines de millions de personnes dans le monde entier. Et la deuxième peur, c'est celle qui traverse l'esprit des gens lorsqu'ils se retrouvent à être isolés devant un pouvoir qu'ils comprennent soudain comme étant mal intentionné, menteur, parfois même brutal. Ça n'est pas supportable. On ne peut pas supporter d'être gouverné par des gens qui veulent nous faire du mal.
cette double peur, elle est, je pense, à la fois la résultante et le moteur de cette crise et de beaucoup d'autres qui nous rassemblent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être certainement dans votre entourage, quand vous discutez avec les gens, si vous commencez à parler du Covid, qu'est-ce que la plupart des gens vous répondent? « Oh, non, on ne veut plus en entendre parler. » Et pourtant, pourquoi ils ne veulent plus en entendre parler? C'est parce qu'ils en ont beaucoup souffert. En fait, on en a tous beaucoup souffert. Je crois qu'on minimise beaucoup la souffrance qu'on a éprouvée et qu'on éprouve encore, et les séquelles que nous avons tous. Alors, il y en a plus ou moins, certains, c'est certain. Il y en a dans leur corps déjà, d'autres pas, heureusement. Et puis, on a tous subi un choc psychologique énorme. Et on ne s'en rend pas compte. Hein. Tous, même ceux, quand on a l'impression qu'on dit « non, je vais bien », non, on a des séquelles. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que les gens ne veulent plus en entendre parler. Ils veulent passer à autre chose. Alors ça, c'est une des choses. Et puis, il y a aussi cette problématique des effets secondaires, des injections géniques. Bon, énormément d'effets secondaires, mais quand vous en parlez, de nouveau, non. Ce n'est pas les effets secondaires, c'est le Covid long. Extraordinaire quand même. Covid long. C'est impossible pour quelqu'un qui s'est fait injecter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a des gens, ils en sont à 6. Hein. Il y en a, une amie de ma mère, elle continue à se vacciner. Alors, elle ne fait pas seulement le Covid, elle fait aussi la grippe et le zona. Tout combiné, c'est parfait. Bon. Quand vous avez subi ça, c'est difficile de revenir en arrière et de dire « oui, je me suis fait avoir ». Parce qu'en fait, c'est quand même ça, on s'est fait avoir. Hein. C'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est pour ça que les gens ne veulent surtout plus entendre parler du Covid. Donc, ils n'ont pas pu en tirer les leçons. Et ils sont toujours, vraisemblablement, il y en a une certaine partie, ils sont toujours dans la peur. Et puis, comme cette peur, elle est réactivée par tout ce qu'on entend, parce qu'on va de crise en crise, vous avez remarqué, depuis le Covid, on va de crise en crise. Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les gouvernements aiment bien les crises. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon. Ils peuvent toujours en tirer quelque chose de bon d'une crise. Donc pourquoi on arrêterait d'avoir des crises? Puisque ça permet à chaque fois de contrôler un petit peu plus les gens. Donc pour votre sécurité, ça c'est un truc qui est fantastique. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Mais ce qui est terrible, c'est que les gens, je ne suis pas sûre qu'ils ont envie de liberté. Un certain nombre d'entre eux, oui, mais la plupart, non. Ils préfèrent nettement la sécurité. Donc là, on est quand même devant une problématique importante. La liberté aussi, c'est compliqué. La sécurité, c'est beaucoup plus facile. Si on s'occupe des choses pour vous, l'État s'en occupe, moi, je ne vais pas m'en occuper. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Ce serait normal d'avoir confiance en ces institutions, ce serait normal d'avoir confiance en son gouvernement. Moi, je vois en Suisse, il y a quand même encore pas mal de gens qui ont une confiance aveugle dans le Conseil fédéral. Alors bon, ça nous fait un petit peu rire parce qu'on a compris ce qui se passe, mais ils ont raison quelque part. Ça devrait être comme ça. Alors, je parle de ça, moi, quand j'étais enfant. J'adorais mon pays quand j'étais enfant. J'adorais le 1er août, par exemple, la fête nationale suisse. D'ailleurs, j'ai fait un petit billet d'humeur il y a quelques années pour le MFR sur la fête nationale suisse. Moi, j'adorais ça. C'était vraiment le jour, c'était plus beau que Noël. Et en plus, c'était que pour les Suisses. Donc, il y avait ce privilège-là. Et puis bon, j'ai lu, et j'ai cherché longtemps pourquoi j'aimais tellement le 1er août. En fait, parce qu'il y avait beaucoup de respect entre les gens, on croyait au gouvernement. La vie était très belle en Suisse, ça c'est vrai. Maintenant, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que maintenant, on n'a plus confiance. Et normalement, on devrait avoir confiance en ces institutions, on devrait avoir confiance en notre gouvernement. Eh bien, c'est plus le cas. Et puis ce gouvernement, en même temps, on ne lui fait pas confiance, puis en même temps, il vous dit oui, non, mais ça c'est pour votre sécurité, et on marche là-dedans. Donc on est dans une dissonance cognitive à longueur de temps. C'est compliqué ça à gérer. Et je pense que cette crise Covid, elle a amplifié déjà toutes
peut-être déjà les traumatismes que les gens avaient, parce qu'on a tous des traumatismes, hein, ça fait partie de la vie, plus ou moins. Mais ça a amplifié ça de manière dramatique. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'il y a une perte de la spiritualité. Bon, ça fait longtemps hein, que c'est en route, et particulièrement en Europe. Alors, ça fait au moins 10 ans, je discute avec un ami et on parlait déjà de crise spirituelle. Mais ça fait 30 ans que je ressens cette crise spirituelle. Je peux vraiment dater ça parce que ça date de la naissance de ma fille. Et c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Qui n'allait plus en Suisse. Mais ce n'est pas que la Suisse, hein, c'est toute l'Europe. Et bien, il y a cette perte de spiritualité, ce manque de transcendance. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens sont à la recherche de cette transcendance, de cette spiritualité. Alors, ils vont la rechercher où ? Ben, souvent dans des religions ou des aspirations orientales. En fait, on est complètement déconnecté de nos racines. Alors, j'ai rien contre tout ce qui est oriental, hein, entre nous soit dit, mais c'est assez symptomatique de voir ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait plus, les Européens ne savent plus qui ils sont. Quand vous prenez d'autres cultures, les Chinois, ils savent qui ils sont, hein. Les Japonais savent qui ils sont. Mais les Européens, ils ne savent plus qui ils sont. Je pense que cette perte de repères, cette perte de transcendance de qu'est-ce qui fait le fondement de l'Europe. Je ne parle pas de l'Union européenne, hein, ça c'est autre chose, c'est un truc fabriqué, c'est uniquement pour l'économie. On ne parle pas de ça, on parle de l'Europe, parce que là, la Suisse, ça fait partie de l'Europe, si pas de l'Union européenne. En fait, c'est quels sont nos fondements à tous. Qu'est-ce qui fait que je me sens quand même plus proche d'un Hongrois que d'un Chinois ? Vous êtes d'accord ? Donc c'est parce qu'on est européen. Et en fait, on se rend compte, en y réfléchissant, que ce qui fait notre fondement, le fondement de notre civilisation européenne, c'est le christianisme. Donc c'est les valeurs chrétiennes. Et puis là, tout d'un coup, vous allez vous rendre à l'évidence, vous le voyez tous les jours, les valeurs chrétiennes, elles sont piétinées à longueur de temps. Et c'est le fondement de notre culture européenne. Alors ça ne signifie pas qu'on est tous identiques en Europe, pas du tout, justement. Il y a une diversité des nations et des peuples qui est extrêmement intéressante, mais qui sont toutes basées sur le même terreau. Ce qui fait qu'on a quelque chose, on a une identité européenne, pas l'Union européenne, l'identité européenne, tout en gardant, chaque nation doit garder son identité propre. Et c'est ça qui fait la richesse de cette Europe, mais qui tente à être perdue. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, moi ça m'énerve d'avoir dans mon pays des McDo, c'est pareil pour vous, hein, des McDo, vous voyez que des McDo, des KFC, des Burger King, qu'est-ce qu'il y a encore dans le même style ? Enfin bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Moi, j'ai pas envie de cette culture qui n'est pas ma culture, qui n'est pas la culture européenne, et qui est juste là pour faire du profit, alors qu'on a tellement de richesses. Ça fait partie de la souveraineté. Conservons notre souveraineté, c'est hyper important. Chaque pays a ses particularités, mais toutes sont basées sur le même terreau. Et c'est ça qui fait la richesse de l'Europe, et c'est ça qui fait la richesse de tous ces pays. Donc, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Parce que là, le problème, on a vu, on voit que ça se passe très mal en Europe. Pour ça, tout le monde a fait le constat. Hein. Ça s'effrite, la démocratie, à tous les niveaux, ça s'effrite. Bon, d'abord, ça s'effrite lentement, puis à un moment donné, ça tombe d'un coup. Hein. Donc, n'attendons pas que ça tombe d'un coup. Il faut qu'on retrouve des solutions et qu'on retrouve nos racines. Je pense d'abord retrouver son identité, c'est extrêmement important. Alors, chacun dans son pays, mais également dans notre identité européenne, civilisationnelle, pour pouvoir ensemble trouver des projets, des solutions qui vont nous permettre de récupérer notre souveraineté, qui est bien mise à mal, nous redonner la force de combattre ce qui se passe,
qui est finalement la fin d'un long processus. Maintenant, on est en transition. C'est pour ça que c'est extrêmement inconfortable, parce qu'on est en transition. Vers quoi? Vers ce qu'on décidera. Donc je pense que là, on a tous un travail personnel déjà à faire sur sa propre souveraineté, parce que la souveraineté d'un pays, c'est quoi? C'est juste la somme des souverainetés de chacun. Donc un travail personnel pour sortir de cette ornière qui, ce travail personnel, ça va se répandre. De toute façon, on peut pas faire des actions, des grandes actions. Il faut faire des actions locales, uniquement locales. Simplement déjà de faire de la subversion tous les jours. Subversion, quand vous allez au supermarché, vous parlez à la caissière, quand il y en a, hein, parce que maintenant il n'y en a plus. Mais quand il y a une caissière, et puis vous lui demandez ce qu'elle pense de l'argent liquide. Vous pensez que c'est bien de garder des espèces, enfin, des petites choses comme ça. Vous expliquez pourquoi c'est mieux de payer avec un billet de banque plutôt qu'avec une carte. Et qui se fait de l'argent sur la carte, alors que sur le billet, non. À la fin de la journée, le billet, il vaut toujours la même chose. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire tous les jours. Et c'est toutes ces petites actions, la somme de ces petites actions, qui vont permettre de sortir de là où on est. Alors après, il peut y avoir d'autres grands projets ou petits projets, c'est égal. L'important, c'est de faire des projets, et l'important, c'est de retrouver son identité. On a perdu parce qu'on perd nos valeurs. On est en train de les perdre. Voilà. Merci. C'est essentiel ce point de conflit apparent qu'il peut y avoir entre la liberté et la sécurité. Je vous propose ça comme un sujet de un sujet de réflexion quand vous aurez le temps. Essayons de lire aussi le conflit naissant en tout cas entre les pays dits libéraux et les pays dits illibéraux, comme l'exaltation par des premiers de la liberté et l'exaltation par des seconds de la sécurité. Essayons de lire le conflit entre la Russie et l'Europe sous ce rapport. Simplement une lecture que je vous propose d'examiner comme ça pour nourrir votre réflexion personnelle. Après les attentats du Bataclan, il y a donc 10 ans, la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de contrôler la manière dont le gouvernement, appliquerait l'état d'urgence. Vous venez qu'on est rentré après les attentats dans ce mécanisme d'état d'urgence qu'on peut décrire assez rapidement comme la capacité pour les forces de police et le gouvernement de priver de liberté un certain nombre de personnes ou de procéder à des actes de certaines natures, des perquisitions, des fouilles, etc., sans l'avis d'un juge. L'état d'urgence, c'est ça. D'habitude, un certain nombre d'actes qui sont réservés à des décisions judiciaires, enfin, dont les décisions judiciaires donnent l'autorisation, en état d'urgence, peuvent être prises sans jugement. Ce qui veut dire que, pendant l'état d'urgence, sur un certain nombre de sujets, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, puisque c'est le pouvoir exécutif qui assure, d'une certaine manière, la décision judiciaire qui n'existe plus et le Parlement a été saisi de la nécessité ou pas de prolonger cet état d'urgence. Vous vous souvenez de la séquence? C'est la Constitution. Le président de la République décide tout seul de 12 jours d'état d'urgence, à partir au moment où il le dit. Passé ces 12 jours, l'état d'urgence ne peut être prolongé que sur autorisation expresse du Parlement, pour une durée qui n'excède pas 3 mois, mais peut être reconduit par une nouvelle décision du Parlement, à nouveau pour une période maximale de 3 mois, etc. J'étais en charge du contrôle donc, de cet état d'urgence avec le président de notre commission. Le rapport de la commission que nous avons rendu en février, donc quasiment 3 mois après la première prolongation, établissait que cet état d'urgence ne servait plus à rien. Pour une raison très simple. Les 12 ou 15 premiers jours, vous pouvez perquisitionner chez les bandits sans qu'ils soient au courant, parce que ce n'est pas le juge qui décide, donc bon. Vous pouvez fouiller les voitures comme vous voulez, parce que, bon. Vous pouvez assigner telle ou telle à résidence en lui disant « tu ne sors pas d'ici », sans décision de justice, mais une fois que les méchants, vous les avez tapés, comme on dit dans le langage des policiers,
Vous imaginez pas qu'ils vont attendre pendant 3 mois le fait que l'état d'urgence se prolonge, et pendant ce temps-là, ils prennent leurs précautions, et puis ils s'organisent autrement. Et donc on tombe dans un régime qui devient un régime de droit commun, ce qui fait qu'au bout du 3e mois, on était convaincu que l'état d'urgence ne servait plus à rien. Donc j'ai voté contre la prolongation de l'état d'urgence au-delà de février 2016. Nous avons été très peu nombreux à voter contre cette prolongation. Pour la raison simple que la majorité socialiste de l'époque disait dans les assemblées, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, donc dans l'hémicycle, les Français ne comprendront pas qu'on lève l'état d'urgence parce qu'on leur a dit que l'état d'urgence était fait pour garantir la sécurité, donc si on le lève, ça veut dire qu'on n'est plus là pour garantir la sécurité. Alors que, comme je vous viens de le dire, ça ne servait plus à rien. D'ailleurs, quand on voyait les courbes qui étaient fournies par les préfectures, les services de police, etc., on voyait bien que le nombre d'arrestations diminuait, le nombre de perquisitions diminuait, le nombre de fouilles diminuait, le nombre d'assignations de la résidence diminuait, parce qu'il n'y avait plus de matière. Et donc, croyez-moi, les services de police savent parfaitement où il faut aller, à quelle heure il faut aller, qui il faut taper. Ils connaissent par cœur. Ils attendent que la possibilité de le faire. Là, ils l'ont fait de manière efficace et ça s'est arrêté. Mais il restait cette espèce d'impression qu'il fallait continuer à afficher qu'on est dans un état d'urgence, même si ça ne servait plus à rien, pour rassurer le bon peuple que nous sommes. Le seul problème, c'est que quand durablement, vous ne faites plus de distinction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, vous n'êtes plus dans un état de séparation des pouvoirs, et donc ça s'appelle autrement qu'une démocratie. La Déclaration des droits de l'homme dit même que ça s'appelle autrement qu'une constitution. Enfin, il est écrit dans cette déclaration qu'un peuple qui ne connaît pas la séparation, une société qui ne connaît pas la séparation des pouvoirs, n'a pas de constitution. Autrement dit, elle n'est pas constituée comme une société libre. C'est ça que ça veut dire, la Déclaration des droits de l'homme. Donc j'ai refusé pour cette raison que cet état se prolonge. Parce que par définition, ça doit être un état d'exception. L'état d'exception ne peut pas devenir la règle, sinon ça n'est plus une exception. Et sont arrivés sur ces entrefaites l'attentat de Nice. 14 juillet 2016, vous vous souvenez de cet attentat, bien sûr. C'était quelques jours avant la fin de la prolongation de l'état d'urgence qui nous emmenait en juillet. Les autorités françaises étaient absolument déterminées à arrêter l'état d'urgence là, parce que ça avait déjà duré 6 mois de plus de manière à peu près inutile. Donc je sais de source sûre, parce que c'est le garde des Sceaux lui-même de l'époque qui me l'a confirmé, ils étaient prêts à arrêter. Mais l'émotion suscitée par cet attentat a fait que malgré leur décision initiale, ils ont décidé à nouveau d'une prolongation supplémentaire, alors qui servait encore moins que les précédentes pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Et au fond, c'est probablement le premier précédent en histoire politique récente de notre pays d'un choix délibéré, d'un affichage de sécurité en échange d'une restriction des libertés. Et je prétends que ce précédent a nourri l'état d'urgence dit sanitaire de la crise Covid, parce que nous sommes entrés en fait dans le même type de logique. Et, mes chers amis, nous y sommes habitués. Un président américain, dont le nom m'échappe à l'instant, disait que le peuple qui préfère la sécurité et la liberté ne mérite ni l'une ni l'autre. Merci. Il dit ça parce que, en réalité, quand on préfère la sécurité et la liberté, on obtient ni l'une ni l'autre. C'est pas qu'on ne les mérite pas parce qu'on est des forbans, des malfrats. C'est qu'en réalité, on ne peut pas obtenir ni l'une ni l'autre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en réalité. On s'est laissé faire, croyant que le gouvernement assurerait notre sécurité sanitaire pendant la crise Covid. En fait, de sécurité sanitaire, j'aime autant vous dire que ça a été plutôt un échec patent. Mais je vous rassure, rassurez-vous, plutôt inquiétez-vous, inquiétons-nous. Si ça devait recommencer demain matin, ça marcherait. Hein. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais tout ça entretient cette idée selon laquelle, en réalité, nous nous faisons petit à petit à cette transition que Michel évoquait à l'instant. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est à la fois, c'est pour ça, moi je suis plein tout à fait plein d'espoir et d'énergie, parce que, en fait, de transition, c'est un monde qui est en train de s'écrouler sous nos yeux.
Nous assistons au chant du cygne du projet néolibéral. Voilà ce qui se passe. Ce projet, il est simple à décrire, c'est la domination de l'argent et du commerce en toutes choses. La marchandisation de toutes choses, y compris des bébés, et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis farouchement opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est que c'est à peu près le seul pays du monde où vous pouvez acheter des bébés sur catalogue. Ça vous coûtera entre 20 et 30 000 $, c'est comme votre voiture, selon les options que vous choisissez. Voilà, vous pouvez faire en rentrant chez vous sur Internet, c'est très facile. L'Ukraine est le lieu presque par excellence de ce genre de trafic. Bref. Ce modèle néolibéral, cette domination de l'argent, n'a besoin que d'une chose pour réussir. Le fait que nous soyons isolés individuellement. C'est-à-dire le fait que nous soyons réduits à être les producteurs le jour, les consommateurs le week-end et des dormeurs silencieux le reste du temps, en étant priés d'être contents de notre sort. Ça a très bien marché, encore une fois, pendant la crise du Covid. Parlez-en aux étudiants qui se sont retrouvés tout seuls au monde dans leur chambre de bonne, avec leur ordinateur comme seul compagnon, et ils vous parleront de ce que c'est que l'isolement et comment ça vous fait péter les plombs. Mais encore une fois, dans un temps normal, il y a des amis patriotes ici, on est habitué à faire quelques manifestations, on en fait quelques-unes. Quand on vous empêche de manifester, il y a un recours. Vous allez voir le juge, vous lui dites, monsieur le juge, il m'interdit de manifester. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il vous donne raison, mais enfin il y a un recours. Quand vous êtes ennuyé dans votre entreprise et que vous subissez une injustice, de temps en temps vous êtes défendu par les organisations syndicales de salariés. Quand vous avez un conflit dans votre famille, il y a en principe un lieu d'arbitrage, un conseil de famille, une discussion, etc. Enfin, vous avez des... On n'est pas seul. Le propre de la vie collective, c'est que personne n'est seul. En principe. En tout cas, c'est fait comme ça. Et les sociétés qui vont bien sont celles dans lesquelles, précisément, ces groupes d'hommes, de personnes humaines, qui assurent le fait qu'à la fois, on peut s'épanouir personnellement dans ces groupes, et à la fois participer à l'œuvre commune, ce qu'on appelle des corps intermédiaires. Les sociétés solides sont celles dans lesquelles les corps intermédiaires sont forts. Les sociétés solides sont celles dans lesquelles les familles sont fortes. Les entreprises sont fortes, les associations sont fortes, les territoires sont forts. Tous ces groupes humains dans lesquels vous pouvez vous épanouir personnellement parce qu'ils ne sont pas assez grands pour que vous y perdiez, mais avec suffisamment de personnes pour que vous appreniez, en plus de votre épanouissement personnel, ce que c'est de participer à l'œuvre commune. Et on les dit intermédiaires parce qu'ils sont intermédiaires entre le tout que représente la société, l'État, et l'individu que nous sommes. Entre les deux, il y a des tampons qui font à la fois office de lieu d'apprentissage, de lieu d'épanouissement, de lieu de coopération et de protection. Ces corps intermédiaires sont les ennemis du néolibéralisme. Ils sont des lieux d'enracinement quand le néolibéralisme a besoin de déraciner. Ils sont des lieux de coopération quand le néolibéralisme a besoin d'individus isolés. Ils sont des lieux de résistance intellectuelle quand le néolibéralisme a besoin de décérébrer, etc., etc., etc. Vous voulez vous en convaincre? Vous pourrez lire un petit livre qui s'appelle « Le progrès ne tombe pas du ciel », tous les mots sont importants, écrit par deux personnes tristement célèbres dans la vie politique française qui s'appellent M. Amiel et M. Émélien. M. Amiel et M. Émélien sont les deux conseillers d'Emmanuel Macron qui sont sortis de l'Élysée par la porte de service, la queue entre les pattes, si j'ose dire, juste après l'affaire Benalla. Ça vous parle de l'affaire Benalla? Il y a deux conseillers qui étaient trempés dans cette affaire qui sont partis subrepticement, soi-disant pour écrire le projet présidentiel de M. Macron en vue des élections de 2022. Ils l'ont fait, ça s'appelle « Le progrès ne tombe pas du ciel ». J'ai deux remarques à faire sur ce livre. D'abord, ça fait partie des livres qu'on a le droit de voler, premièrement, donc vous pouvez y aller. Vous n'allez pas payer un truc pareil. Et deuxièmement, si vous le lisez, ça ne vous fera pas mal à la tête. Comme je dis de temps en temps, si j'avais rendu ça comme diplôme comme mémoire de maîtrise, j'aurais pas eu mon diplôme. Qu'est-ce qui est important dans ce livre? C'est que c'est une descente en flamme des corps intermédiaires. Grosso modo, il est dit, écoutez les syndicats, tout ça, etc., faites des kermesses, faites griller des merguez, occupez-vous de vos adhérents et laissez la politique aux grandes personnes. Grosso modo, c'est ça que ça dit. Ce système qui isole les individus, qui les déracine, qui les décérèbre,
est en train à la fois de dominer le monde, c'est vrai, mais il s'effondre. Il s'effondre parce que ce sont ces dirigeants qui ont la trouille maintenant. Regardez les dirigeants des GAFAM face aux premières décisions du président Trump. Je n'ai pas une sympathie illimitée pour le président Trump, loin de là, pour des tas de raisons qu'on pourra débattre si vous voulez. Mais il m'a quand même des côtés sympathiques, cet homme. Bon. Regardez la déclaration de Mme Lagarde il y a 48 heures sur la monnaie, sur l'euro numérique, qui explique qu'elle espère bien que les délibérations seront prises d'ici octobre 2025, elle espère bien que les campagnes nationales seront suffisamment fortes pour convaincre les gens, elle espère bien que techniquement les banques sont prêtes, elle espère bien que... Il y a 3 ans, c'était demain matin. Ils ont les pétoches, je vous le dis. C'est le chant du cygne. Alors malheureusement pour nous, le chant du cygne est strident et un peu trop long. Donc ça va nous casser les oreilles encore, sans doute pas que les oreilles, encore pendant un peu de temps. Mais ne désespérons pas, ne soyons pas, résignés devant les apparences de puissance de nos adversaires. Tout ça est en train de s'effondrer. D'ailleurs, si ça n'était pas le cas, ils n'auraient pas besoin de nous inventer des guerres pour survivre, parce que c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et je n'ai pas vu de Cosaque au sommet de la montagne, quand je regarde vers le... Je ne vois pas de Cosaque, je ne vois pas ça. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Ça n'est pas perdu, mais ça nécessite, tout ça, comme le disait Michel à l'instant, une forme de réveil, de sursaut. Ne comptez pas sur nos représentants actuels pour être les auteurs de ce sursaut, ça n'arrivera pas. J'en connais suffisamment et assez bien pour vous dire que ça n'attendez rien de ce côté-là. Vous n'obtiendrez rien. Maintenant, j'ai une dernière chose à vous dire, peut-être, sauf si Michel veut rajouter quelque chose, on passera après aux questions et aux échanges avec la salle. On se demande de temps en temps par quel bout il faut prendre le problème. Alors moi, j'ai un truc à vous dire. On nous a posé la question d'ailleurs hier soir à Lausanne, et je vais répondre exactement dans les mêmes termes. Puisque vous ne m'avez pas posé la question, je vais vous répondre quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont très au-delà de notre portée. Quand on voit ce qui se passe sur nos écrans de télévision, tout ça est très loin de nous. Puis on se dit qu'on n'a pas beaucoup de prise sur ces événements-là, c'est d'ailleurs assez vrai. Mais encore une fois, laissons l'administration de la guerre à ceux dont c'est la charge. Ce n'est pas votre cas ni le mien. Et comme disait un très célèbre auteur pour lequel je n'ai pas beaucoup d'affection, mais qui a fini sa vie pas très loin d'ici, je parle de Voltaire, apprenons donc à cultiver notre jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mesdames et messieurs, que dans un an, il y a des élections municipales. Alors je vous rassure tout de suite, il y a 550 000 sièges à pourvoir dans notre pays, il y a 67 millions d'habitants, donc il y en aura pas pour tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire... Je dis simplement une chose. Et c'est comme chef de parti politique que je vais vous parler maintenant. Nous avons, comme tous les partis politiques de France et de Navarre, beaucoup de peine à recruter des candidats pour ces élections. D'ailleurs, pour toutes les élections, et ça ne va pas s'arranger. Pour des tas de raisons que vous connaissez et que vous partagez sans doute pour beaucoup d'entre elles. Le truc, c'est que, en ce qui concerne les élections municipales, alors certaines sont très politisées, comme c'est le cas dans les grandes villes. Enfin, si vous n'êtes pas adhérent d'un parti politique, c'est affreusement compliqué. Enfin, ça fait des accords locaux, etc. Mais dans nos villages, dans les communes de taille plus modeste, il y a des places pour beaucoup de bonne volonté. Et j'entends des gens à qui j'en parle, à qui je demande d'y réfléchir, mais me répondent de manière presque systématique. Bon, alors, j'ai pas le temps. Ça n'est pas vrai. Je ne saurais pas faire. Ça n'est pas vrai. On n'a pas besoin de moi. Ça n'est pas vrai. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça n'est pas vrai. De toute façon, si je suis là-dedans, je suis enquisté pour la vie. Ça n'est pas vrai. Rien de tout ça n'est vrai. Alors vous pouvez, pendant tout le truc, je vous dire à chaque fois, non, ça n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui me fait dire que ça n'est pas vrai? Le fait que, d'abord, on n'est pas marié avec son mandat municipal. Ce n'est pas un sacrement d'être élu municipal. Donc si vous décidez qu'à un moment c'est trop, vous vous en allez. Mais je suis sûr que dans votre quartier, dans votre village,
il y a un truc dont les gens ont besoin, vous savez parfaitement, parce que vous aussi, vous en avez besoin. Ça peut être un abribus, un terrain de boule, un groupe de théâtre, j'en sais rien. Il y a des tas de choses que peut-être la mairie ne fera pas, parce que d'abord, ce n'est pas forcément son métier. Mais si effectivement c'est un besoin de la population, la mairie vous aidera à le faire, parce que ça, c'est son métier de vous aider à le faire. Et si vous êtes porteur de cette idée, vous ne le faites pas, personne ne la portera à votre place. Donc, vous savez, connaissez la célèbre phrase de Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le pays, c'est parfois un peu loin, votre quartier, c'est tout près. Donc, de grâce, réfléchissez sérieusement à la manière dont vous pourrez, en étant élu dans votre village, dans votre commune, participer au retissage de cette solidarité naturelle que le monde moderne est en train de massacrer. C'est ça qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, plus on parle de créer du lien social, de vivre ensemble, il faut remarquer que si on en parle, c'est bien que, d'une manière ou d'une autre, ça a disparu. Regardez les gazettes il y a 30 ans, ce vocabulaire n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sentiment de solidarité naturelle, de partage, de trucs, etc., qui allait de soi, qui n'avait pas été esquinté par le cours des événements. Et ça commence dans la commune. Ça ne s'achève pas dans la commune, mais ça commence dans la commune. Et particulièrement si vous habitez des villages, des petites communes, des communes moyennes, vraiment pensez-y, parce qu'on a besoin de vous. J'ai un dernier truc à vous dire. Nos adversaires politiques n'ont pas les mêmes scrupules que vous. Je vous garantis. Alors, ils y vont, ils prennent les sièges et après ils voient. Eh bien, c'est malin. Je vous le dis, c'est malin. Ils prennent les postes et ensuite, ils voient ce qu'ils en font. Et après, on se dit, mais comment ça se fait qu'eux, ils font avancer leurs idées et que nous, on n'y arrive pas? Parce que nous, on ne réfléchit même pas au fait d'y aller. Alors, évidemment, on ne peut pas y être si on ne réfléchit pas au fait d'y aller. Tout ça est cohérent. Donc, oui, bien sûr, les enjeux de souveraineté nationale sont très importants et absolument décisifs. C'est évidemment pas moi qui veux dire le contraire. Bien sûr que la déconstruction, le wokisme, etc., sont des ennemis mortels pour moi comme pour vous. Tout ça ne fait pas d'ombre d'un doute. Mais retisser des solidarités naturelles. Ça, c'est primordial. Et un des lieux propres pour le faire, c'est l'action communale. Donc, de grâce, réfléchissez-y, posez-vous cette question. Et si vous décidez d'y aller, si vous hésitez un peu, appelez-moi et je vous convaincrai. Après, vous irez dans le parti que vous voulez, ça m'est égal, je ne suis pas en train de faire des cartes, comprenez-moi bien. Vous êtes les bienvenus si vous venez de chez VA, bien sûr, mais je ne suis pas en train de faire de la promotion commerciale, je suis en train de vous dire, occupez-vous de vous. Et la commune est un lieu essentiel, absolument primordial pour vous occuper de vous. Voilà, et quand on s'occupera mieux de nous, ben on ira mieux. On passe aux questions. Questions. Oui. On fait courir un micro? Oui. J'aimerais revenir sur un point que vous avez tous les deux évoqué, qui est, d'abord, j'aimerais une définition du néolibéralisme et en quoi, pour les deux pays que vous représentez, démocratie directe en Suisse, on va dire démocratie indirecte en France, en quoi et par quels moyens le néolibéralisme, dans la définition que vous nous donnerez, attaque les démocraties. On l'a vu par la privation de liberté, mais dans l'ensemble du corpus, j'allais dire, institutionnel. J'entends par néolibéralisme cette évolution de... Alors, pouf, je recommence. Le libéralisme repose sur deux idées maîtresses. La première, c'est que la rationalité individuelle fait que, en lui faisant confiance, elle poursuit son intérêt, et quand chacun poursuit son intérêt, on réalise mécaniquement l'intérêt de tous. Le deuxième principe, c'est que seul le marché procure la prospérité. Jusque, on va dire, dans l'entre-deux-guerres,
la quasi-totalité des penseurs libéraux étaient convaincus du bien fondé de la conjonction de ces deux principes et se demandaient comment les valoriser le plus possible, la plupart du temps en accroissant la responsabilité individuelle et en diminuant l'intervention de l'État, pour dire les choses, tout ça à la serpe, hein, ça mériterait beaucoup de précision. Et puis sont arrivés deux événements. Le premier qu'on a complètement perdu de vue en France, et enfin en général, c'est la crise mondiale économique de 1873, qui durera jusqu'en 1905, donc pendant plus de 30 ans, qui démarre comme la crise des subprimes aux États-Unis sur des problèmes de spéculation immobilière en Europe, à Vienne, en l'espèce en Autriche, puis en Allemagne, dans un contexte d'absence totale de réserve d'or, parce que la France, qui devait payer sa dette de guerre à l'Allemagne, avait asséché les marchés de l'or, donc il n'y avait plus de quoi garantir les monnaies. Et donc la spéculation immobilière bat son plein, la crise traverse l'Atlantique et provoque la faillite de 10 États des États-Unis, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de chômeurs, des milliers de morts dans des émeutes. Ça en 1905, arrive la Deuxième Guerre mondiale, je la fais rapide, la surproduction des années 1920 aux États-Unis. Et les libéraux se disent, alors voilà, maintenant, il va falloir qu'on choisisse. C'est soit la confiance dans la liberté individuelle, soit la confiance dans la prospérité des marchés et la liberté des marchés. Et donc j'entends par néolibéralisme ce libéralisme qui évolue en acceptant l'idée qu'il faut réduire la liberté des individus, parfois en fabriquant leur consentement, parfois en manipulant les masses. Les mêmes qui inventent cette réalité inventent les relations publiques, inventent la publicité de masse, inventent la consommation de masse. Je vous passe ces détails. Et donc, j'entends par néolibéralisme cette doctrine qui dit qu'il faut privilégier le fonctionnement des marchés par rapport à toute autre considération, y compris celle de la liberté des individus. Alors évidemment, cette idée-là prospère comme du chien-dent en période de mondialisation et de société ouverte. On comprend bien pourquoi. Et quand des systèmes aussi peu respectueux des libertés individuelles commencent à se mettre à l'économie de marché comme la Chine, ça produit la situation que vous connaissez dans les pays, chez les dragons asiatiques, la Chine et quelques autres. Comment est-ce que cette doctrine impacte les institutions dans nos pays? Eh bien, en appliquant, en incorporant dans la vie institutionnelle l'impératif du respect des marchés, quitte à ce que les libertés individuelles soient rognées. Typiquement, quand la France confine son économie en entier pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle réduit les libertés individuelles, mais elle se débrouille pour que, par le biais du PGE, du quoi qu'il en coûte et des je ne sais pas combien de centaines de milliards versés en économie, malgré tout, le marché continue de fonctionner. Alors en boitant, avec des béquilles, etc., en assurant de la survie artificielle d'entreprises qui auraient dû fermer, hein, et d'ailleurs qui sont en train de fermer parce que il y a un moment, quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Hein. Même si on vous en donne, si vous n'avez pas en créé, bon. Et donc ce transfert-là, enfin cette incorporation-là se fait effectivement en ayant comme priorité sur toute autre forme de considération le fonctionnement de l'économie non concurrentielle, c'est-à-dire la libre circulation des biens, des services et des personnes. Au point que, non seulement la liberté individuelle, mais également l'indépendance et la souveraineté des États passent derrière cet impératif de marché, par exemple, lorsque la Commission de Bruxelles refuse l'accord entre Alstom et Siemens il y a maintenant une douzaine d'années, considérant que cet accord-là, contreviendrait aux obligations de liberté, enfin d'abus de lutter contre les trop gros opérateurs, et ça fausserait les dispositions économiques et la concurrence. Voilà. Ce serait une distorsion de la concurrence. Donc, dans tous les aspects, au fond, dans beaucoup d'aspects institutionnels des libertés individuelles, comme la liberté des États, ou la défense des intérêts nationaux, en réalité, le néolibéralisme, parce que ses dirigeants sont animés de cette doctrine, et Macron en est un archétype, alors, dont il y a peu d'équivalents, même pas dans le monde. Peut-être à part Trudeau, mais ce n'est pas un exemple. En fait, de cette façon-là, cette doctrine infiltre les institutions et réduit les libertés, les marges de manœuvre et les droits des individus comme des États, et on pourrait même dire aussi, dans une large mesure, des collectivités locales. Est-ce que ça répond à la question? Oui, mais ça m'intéresse d'avoir un point de vue suisse.
Alors, point de vue suisse, moi je vous dirais que les institutions, elles en prennent un coup parce que le système est très bien fait. Le système suisse est un très bon système. Le problème, c'est qu'il est mal habité. Et actuellement, on a un Parlement, enfin ça fait déjà un petit moment, hein, qui est essentiellement dirigé par les lobbies. Donc notre problème, il est là. C'est que les gens qui sont au Parlement ne font pas les lois pour la population, ils font les lois pour eux. Un petit exemple, il y a quelques années, il y a eu une révision de la loi sur l'assurance maladie. Eh bien, les deux présidents des deux chambres à ce moment-là, c'était deux CEO de deux grandes assurances maladie. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Et ce qu'on constate en Suisse, c'est qu'il y a de plus en plus de faillites. Il y a des faillites énormes en ce moment. Mais je pense qu'en France, c'est exactement pareil. Hein, ça part à volo. Toutes les petites entreprises, elles disparaissent au profit de ces grands groupes qui sont quand même pas simplement protégés par les lois qui ont été faites par eux-mêmes, en fait. Voilà. Donc, moi, je vous explique ça comme ça. Oui, je rebondis sur ce sujet-là. En fait, ce qui me manque cruellement là-dedans, c'est en fait la dimension internationale. En fait, vous avez juste énoncé l'OMS, mais aujourd'hui, il y a les GAFAM, il y a un complexe digitalo-financier qui est géré par BlackRock, Vanguard, des grands gestionnaires de fortune. En fait, tout ce que moi je vois dans mes réseaux complotistes, hein, ça pointe dans cette direction-là. Et là, on a à voir avec une concentration de pouvoir inédit qu'on n'a jamais vu avant, qui explique aussi que tout le monde va dans le même sens au niveau mondial, dans une pandémie. Tout ça, ça pose des questions. Comment on peut s'y opposer? Donc, quand je suis arrivé aujourd'hui à cette conférence, je me suis dit, peut-être que j'aurais des indices là-dessus, peut-être que vous avez des indices, parce que l'information, c'est déjà une très bonne chose, mais voilà. Peut-être que vous pourriez dire quelque chose là-dessus. Mon premier temps de réponse, il est assez invariant pour les gens qui me connaissent un peu, c'est que ces fonds dont vous parlez, ils sont d'une puissance jusqu'ici inédite, c'est vrai. Enfin, ils ne sont pas irrésistibles. Je veux dire par là que, comment dire, je reprends l'exemple de l'OMS, mais on peut le transposer à ce que vous évoquez, avec des nuances bien sûr, mais la seule manière, enfin, il n'y a qu'une manière de résister aux intentions de l'OMS, c'est de les refuser. C'est pas difficile. Alors, je sais bien que, comment dire, on a pu dire dans le passé, il y a un seul mot qui a été inventé pour dire non, c'est non, et tous les autres ont été inventés pour dire oui. On pourrait renverser la proposition d'ailleurs, mais le drame que nous avons, en particulier en France, c'est qu'on a des dirigeants qui disent oui à tout, qui se laissent faire sous tout rapport. Et je pense que je ne serais pas choqué, premièrement, si la France se dotait d'un fonds souverain comme d'autres pays l'ont fait. Par exemple, la Norvège, qui s'en porte bien, je crois. Enfin, c'est quelques pays en Europe qui en sont dotés maintenant. Et deuxièmement, comment dire, si effectivement elle résistait un peu plus à la puissance de ces gros opérateurs financiers. Il y a quand même quelques instruments de contrôle qu'on pourrait imaginer. Enfin, je suppose que... Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de loi antitrust en France, mais est-ce qu'on aurait le droit d'en voter une si l'Europe n'était pas d'accord? Pas complètement certain. Enfin, ça mériterait examen, mais voilà quelque chose qu'on pourrait examiner. Enfin, ces hommes-là, ces choses-là ne sont résistibles qu'en tant qu'on ne leur résiste pas. Irrésistibles qu'en tant qu'on ne les résiste pas. Dès qu'on commence, comment dire, à faire comprendre que non, on n'est pas d'accord pour que le fonds qatari rachète tous les hôtels parisiens, non, on n'est pas d'accord pour que les fonds américains rachètent les boîtes françaises, non, on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, plutôt que d'aller dépenser des milliards en Ukraine qui sautent par les fenêtres et qui alimentent des trafics d'armes qu'on trouve contre nos policiers dans nos rues, on ferait bien de s'opposer par le droit de préemption, les communes savent parfaitement faire en sorte que les boutiques qui changent de propriétaire aillent au propriétaire qu'on veut, parce que le droit permet de préempter les boutiques dont on ne veut pas qu'elles aillent n'importe où. L'État pourrait faire ça. Donc le drame, c'est pas
c'est ce que disait Michel un peu tout à l'heure. Ils ne sont pas gentils, les Vanguard, BlackRock et les autres. C'est sans doute vrai. Ils ne sont pas animés d'intentions philanthropiques, ça, on est à peu près certain. Enfin, ils ne sont puissants que de notre propre impuissance, en fait. La clé de beaucoup de choses, c'est d'ailleurs vrai aussi dans l'administration locale, c'est le courage. Dire non. Si vous n'êtes pas capable de dire non, bah, ma foi, qu'est-ce que vous voulez, vous subirez tout. Et je sais d'autant plus qu'un de mes premiers actes de maire, ça a été de profiter de cette loi du droit des communes de préempter les fonds de commerce lorsqu'ils étaient en train de changer de main. Ce n'est pas un exercice facile. Hein. D'expliquer à votre population que vous allez devoir dépenser 120 000 € pour acheter un truc dont vous ne vous servirez pas, que vous allez mobiliser pendant je ne sais pas combien de temps, et donner à je ne sais pas qui, c'est pas quelque chose que vous faites en claquant des doigts. Ça se fait pas. Il y a plus difficile dans la vie, hein, c'est d'accord, mais enfin, c'est un acte qui... Bon, je ne vois pas pourquoi le ministre des Finances qui apprend, quand il apprend des trucs, parce que les nôtres ne sont pas très éveillés, visiblement, par les temps qui courent, mais quand ils apprennent que tel capital de patrimoine va passer dans le main d'une puissance étrangère, enfin, on n'est quand même pas encore un tout petit pays, on a quand même 3-4 moyens, et si, encore une fois, on peut verser des fonds à des gens qui les dilapident, on devrait pouvoir s'en servir pour résister un peu à ces mouvements-là, mais on ne le fait pas. Donc la première clé, c'est la volonté de faire. Ensuite, je pense qu'il y a des tas d'instruments monétaires, économiques, etc., de contrôle. Et puis, on est enregistré là, mais c'est pas grave. Une république qui n'a pas de barbouze est vouée à la disparition. Je vais vous dire très clairement, il y a des moments où, quand les gens ne veulent pas entendre raison, il faut aller leur parler. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que l'État français le fait. J'espère, parce que sinon, on est tombé bien bas. C'est un ancien élu de la République qui vous dit ça, mais de temps en temps, le règlement des choses par la force, ou par la contrainte, ou la... Comment dit-on ça? Par la conviction. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir avoir aussi dans sa panoplie. Ça fait partie des modalités du refus. Je ne parle pas de tuer les gens, hein. Je ne vous dis pas ça. Mais il y en a qui sont sensibles quand même à leurs intérêts et au fait que les choses se déroulent bien pour eux. Donc un État comme la France dispose d'une palette énorme de capacités d'intervention. Le drame, c'est qu'il ne les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'il a perdu l'idée de défendre la souveraineté et l'indépendance de la nation. C'est ça le problème. Et je pense qu'on a des moyens de résistance, il faut commencer par les vouloir, tout simplement. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose pour la Suisse, justement. Nous, on a aussi des gouvernants qui savent pas dire non. Peut-être que vous le savez, les Suisses commencent à le savoir, c'est que nous, on a nos fonds AVS, donc les rentes, sont plus déposées dans une banque suisse, à l'UBS, puisque c'est la seule banque qui reste, hein, mais elles sont déposées maintenant chez State Street aux États-Unis. Voilà, tout ça pour gagner quelques millions sur la gestion de nos rentes. Alors bon, vous voyez, pour moi, c'est extrêmement choquant que les rentes, c'est vraiment ce qui appartient à les cotisations sociales des gens, soient déposées aux États-Unis. Mais ça vous donne l'idée des pressions que subit la Suisse. Alors, nous, on est un tout petit pays, hein. Donc, on n'a pas du tout la même puissance que la France, hein, ça c'est évident. Par contre, on a d'autres cartes. On a d'autres cartes, mais nous, on est un pays de compromis parce qu'on ne peut pas faire autrement que de faire des compromis. Et une de nos cartes qu'on est en train de jeter au feu, c'est la neutralité. Cette neutralité, ça nous a permis pendant très longtemps de vraiment d'être très efficace et d'avoir une certaine puissance et d'être écouté par le monde et par des gens. On avait le monde entier qui venait chez nous parce qu'on avait des talents diplomatiques assez exceptionnels, il faut le dire. Voilà, on s'est très bien débrouillé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de mettre ça au feu. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. La Suisse, elle a pris plus de mesures que l'Union européenne, hein. Donc après les États-Unis, on est en tête. En plus, en Suisse, comme on est des bons élèves, on fait les choses bien comme il faut. Voilà. On n'a pas fait ça pendant la dernière guerre, hein. Voilà. Donc on voit que... Alors, pourquoi nos gouvernements font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils reçoivent des pressions. Le scandale du Crédit Suisse,
Vous avez aussi entendu parler du scandale du Crédit Suisse. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. En un week-end, pouf, 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 c'était réglé. Enfin, réglé. Réglé parce que les contribuables étaient là pour soutenir. Mais c'est complètement hallucinant. Et ça, c'est de nouveau, c'était une pression des États-Unis. Il y a eu un pourparler pendant le week-end. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que la Suisse, elle est extrêmement tributaire de... J'ose le dire, c'est, je pense, le pays d'Europe le plus américanisé. Même si on a encore de la fondue et du chocolat. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que là, justement, chacun d'entre nous doit savoir dire non. Et puis peut-être qu'ils finiront par dire non eux aussi. Même si, je vous dis, pour un pays comme la Suisse, c'est plus compliqué parce qu'on doit faire des compromis, parce qu'on est tout petit et qu'on reçoit les pressions de l'Union européenne et des États-Unis. Voilà. Avant la question suivante, un complément, monsieur, pour qu'on puisse répondre à un exemple très concret. En 2015, l'État français confie à l'entreprise américaine Cisco, une énorme société de services informatiques, la gestion de toutes les bases de données des collectivités locales françaises. Personne n'a forcé. Hein. Ça s'est fait de son plein gré. Il y avait peut-être d'autres opérateurs, il y avait certainement d'autres opérateurs possibles. À l'époque, M. Breton n'avait pas terminé de mettre Atos en faillite, donc je suppose qu'Atos aurait pu servir de nom. Mais personne n'a été forcé à le faire. De même manière que demain matin, personne, on pourra pas, c'est l'inverse, on pourra pas envisager d'aller voir Cisco en disant voilà, on va rompre le contrat, on vous doit tant de pénalités, on vous les paye, basta, et puis on reprend dans nos billes. C'est ce genre d'acte qu'il faudrait arriver à inverser. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, merci d'abord à tous les deux d'être venus débattre avec nous. J'ai une question pour chacun. Madame, d'abord, pour commencer, vous avez déjà en partie répondu à la question que j'avais, mais j'ai un complément de questions à vous poser sur la neutralité suisse. Effectivement, la Suisse ayant pris des positions qui vont à l'encontre de sa neutralité historique, la dernière en date étant bien sûr sur l'Ukraine, on voit les conséquences directes. Aujourd'hui, le cessez-le-feu en Ukraine ne se négocie pas à Genève, mais en Arabie Saoudite. Donc ma question est de savoir si il y a une prise de conscience en Suisse, sinon des citoyens, en tout cas des partis politiques, pour essayer de remédier à cet état de fait, ou alors ils considèrent que c'est une normalisation par rapport aux autres pays, et que finalement la neutralité de la Suisse, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire et qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Donc ça, c'est ma première question pour vous. Ma question pour monsieur. On a vu la Commission européenne, avec le Covid, s'octroyer des compétences qu'elle n'avait pas, notamment en matière de santé publique. On voit aujourd'hui l'assaut de la Commission européenne en matière de défense, qui propose un plan. Là aussi, la défense ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Tout ça, bien sûr, avec notre argent, puisque dans un cas comme dans l'autre, avec le Covid, 72 milliards d'euros dépensés pour acheter des doses de vaccins, dont je rappelle quand même, et j'ai regardé avant de venir les chiffres officiels de la Commission européenne, 240 millions de doses ont été jetées parce qu'elles étaient périmées, et 400 millions de doses ont été données essentiellement à des pays africains qui n'en avaient pas besoin, puisqu'ils n'ont pas eu le Covid, et parce que nous, on n'en avait pas besoin non plus, puisque personne ne voulait se faire vacciner. En matière de défense, Mme von der Leyen propose un plan de 800 milliards, mais ce n'est pas l'argent de la Commission européenne, c'est notre argent. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et puis, en matière de défense, quelle serait la bonne politique à appliquer? Est-ce qu'on doit rester seul? Est-ce qu'on doit faire une coopération, une collaboration avec les autres pays européens? Est-ce qu'il faut aller dans le sens de l'Union européenne, comme proposé par la Commission et M. Macron? Je pense que la réponse est évidemment non de ce côté-là. Mais j'aimerais avoir votre avis. Et en question subsidiaire, on voit que les pays européens, et en particulier la France, mais pas uniquement, sont quasiment en faillite avec la dette. Mais on nous explique que ce plan de défense, qui va rajouter un peu plus de 2% de dette par rapport au PIB, donc on va passer de 6,1 à 8 ou 9. On ne sait plus maintenant jusqu'où on va aller dans la dette publique. On nous dit que ce n'est pas grave
moi j'ai le sentiment qu'on est quand même très proche de la faillite. J'aimerais aussi avoir sur ce sujet votre opinion. Merci. Alors, par rapport à la neutralité, alors, déjà, la neutralité, c'est vrai que ça fait partie de l'ADN suisse. Et les Suisses, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour eux. Donc oui, je pense que dans la population, il y a quand même, la question, elle se pose très sérieusement. Alors, les partis politiques qui s'en occupent, alors c'est bien évidemment, comme d'habitude, l'UDC, surtout, qui s'occupe, qui est traité de parti d'extrême droite. Bon, voilà, vous savez ce que c'est que l'extrême droite maintenant. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une initiative pour que la neutralité soit... Parce qu'en fait, dans notre Constitution, on parle de la neutralité, mais c'est relativement vague. Et en fait, on veut introduire un nouvel article dans la Constitution, enfin le modifier, pour vraiment donner des conditions beaucoup plus cadrées à cette neutralité. Donc oui, il y a une initiative qui a été signée, qui a eu d'ailleurs le nombre de signatures, plus de 100 000 signatures, et qui sera votée par le peuple, je pense, peut-être encore cette année, ou alors en 2026. Mais il y a une chose qui est assez intéressante avec cette initiative, pour vous dire que notre gouvernement, il n'aime pas du tout ça. Donc les 100 000 signatures, on les a eues, mais le Conseil fédéral a carrément rejeté l'initiative. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas être voté, bien sûr que ça va être voté, mais ça signifie qu'on ne veut pas de débat sur ce sujet. Et pourtant, la neutralité, comme je vous ai dit, ça fait partie de l'ADN suisse, donc normalement il devrait y avoir un débat dans notre pays à propos de cette neutralité. Donc bien sûr, il y aura une votation, mais je pense que ça va être assez difficile de se faire entendre parce que les médias ne vont pas relayer, et ils en ont très peu parlé d'ailleurs de cette initiative sur la neutralité. Il y a également une autre initiative qui se trouve là-bas, qui est l'initiative sur la souveraineté que vous pouvez aussi signer si vous êtes suisse. Ça aussi, c'est très important. Et puis ça va de pair avec la neutralité en Suisse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que la solution pour la défense française consiste à rentrer dans un système de défense européen qui ne verra jamais le jour? Non. Je ne vois pas comment c'est possible. Enfin, ça fait le premier projet de comité européen de défense, c'est 1954, autant que je me souvienne, ça fait donc 70 ans. Et on n'en a pas vu le jour pour une raison simple, c'est que une armée, c'est pas simplement des hommes et du matériel. C'est aussi une vision stratégique pour l'État. C'est aussi un ensemble de doctrines d'emploi. C'est une stratégie nationale, ce sont des intérêts nationaux, et tout le monde comprend bien que la position géographique de l'Allemagne et de la France ne sont pas les mêmes. La présence de la France dans le monde n'est pas celle de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays continental, nous sommes un pays maritime. Enfin, il y a des tas de raisons pour lesquelles une défense unique, c'est impensable. Donc la solution n'est pas là. Deuxièmement, est-ce qu'il faut réarmer la France? Oui, on n'aurait jamais dû être désarmé, surtout. C'est surtout ça, comme ça qu'il faut poser la question. Ça, c'est une espèce de délitement continu très très ancien, puisque l'expression dividende de la paix a été utilisée par le président de la République l'autre jour dans son allocution, la semaine dernière. Des gouvernements français successifs étaient persuadés qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, donc ils ont désarmé la France, tout simplement. Là, on redécouvre qu'il y a toujours des méchants et qu'il va falloir se défendre. Bon, réarmons-nous. Troisièmement, ça passe par la reconstitution de notre industrie de défense qui est moribonde. Mais un des derniers acteurs les plus efficaces de cette moribonderie, si j'ose dire, c'est Macron lui-même. J'étais l'orateur de mon groupe au moment de la loi Macron en 2015. Je me souviens très bien de l'article qui a vendu la moitié du capital de Nexter, qui fabrique des véhicules blindés français et un certain nombre d'armements lourds, aux Allemands, l'entreprise de KSV qui fait la même chose, mais qui le fait plus vite, moins cher et avec une rentabilité supérieure. Donc, enfin, moi je veux bien entendre tout, mais tout ça est à reconstituer. Mais il faut construire des usines, il faut former les gens, enfin ça ne va pas se faire. Bon. Si bien que, comme c'est dit par un certain nombre d'observateurs depuis quelques jours, les 800 milliards en question, en tout cas pour la France, vont consister probablement à faire en sorte que les 2 tiers de ces sommes soient consacrés à acheter du matériel américain sur étagère, parce qu'on n'est pas capable de le fabriquer chez nous pour l'instant. Et avant qu'on soit de nouveau capable de le fabriquer, il va se passer du temps. On ne fabrique plus de FAMAS, on ne fabrique plus de balles de fusil, on fabrique plus... Enfin, il y a des tas de choses qu'on ne fabrique plus. C'est tout ça qu'il faut reconstituer. Donc, c'est la piste, hein, j'en vois pas d'autre. Avec quel argent? Ben, c'est toute la question. Ça, c'est toute la question. Mais quand peut-être un certain nombre de soutiens historiques du président Macron vont comprendre qu'on va leur piquer leur épargne,
peut-être que ça va réveiller un certain nombre d'endormis et qui se diront « Ah, là quand même, là cette fois-ci, c'est sûr, on s'est fait avoir. » Oui, monsieur, c'est pas faute de prévenir. Donc je ne vois pas comment on pourrait réaliser ce programme en le finançant autrement qu'en coupant dans un certain nombre de dépenses de l'État. Et Dieu sait qu'il y a des pistes. Pour trouver de quoi mettre le budget de la France de défense, le passé de grosso modo 60 milliards à 100 milliards, c'est à peu près ce dont il s'agit par an. Imaginons qu'on augmente de 10 milliards par an, on sait trouver 10 ou 15 milliards d'économies dans les dépenses publiques de manière assez rapide et pas si difficile que ça. Il faut simplement, encore une fois, de la volonté politique, le courage de le faire, et d'expliquer aux Français que voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous tous. Mais je ne vois pas comment ça peut se faire sans recourir d'une manière ou d'une autre à une part de dette publique, compte tenu de l'état d'esprit de nos gouvernements d'aujourd'hui. Il y a d'autres solutions, je le répète, mais ils n'ont pas été volontaires pour les appliquer dans le budget de 2025. Je ne vois pas qu'ils le feraient par la suite. Pour terminer, l'artifice qui nous explique que tout va bien puisque dorénavant les dépenses de défense ne seront plus comptabilisées dans les fameux 3% de déficit public sur le PIB. Pardon, vous m'avez compris, c'est comme si ça effaçait la dette, ça efface rien, c'est simplement un truc. Voilà. Donc il n'y a plus de traité de Maastricht depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Si ça pouvait être vrai d'ailleurs sous d'autres rapports, ce serait très bien. On va prendre encore les 2 dernières questions, si on a, je crois qu'il y en avait 2, il y a le monsieur aussi. Et puis après on va s'arrêter sur lui. Allez-y monsieur. J'aimerais à mon tour vous remercier d'être là, de nous parler de souveraineté. J'aimerais remercier aussi Catherine et Stéphane qui organisent ces conférences. Vous avez parlé de souveraineté, vous avez commencé par la santé, en parlant de l'OMS. La souveraineté, elle est multidimensionnelle. 6 jours sur 7, dans le ciel de la France, dans le ciel du Pays de Gex, dans le ciel suisse, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique, il y a des grandes traînées blanches. Ces traînées blanches ne sont en aucun cas des traînées de condensation, c'est ce qu'on nous dit. Ce sont des épandages délibérés de produits chimiques, de l'aluminium, du barium, du cadmium, du manganèse, du lithium et autres saloperies dont les mesures sont faites par des gens qui sont engagés pour défendre nos libertés et nos santé, en faisant des prélèvements et en faisant analyser par des laboratoires indépendants. Ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous suggérez pour que l'on sensibilise la population plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous avez parlé de nos représentants. Je parlerai pour la France, que je connais particulièrement bien. Nous n'avons plus de représentants. Il n'y a pas d'opposition. Ils sont tous maqués. Ils sont tous, franchement, ils sont tous main dans la main. Nous avons été dépouillés de notre pouvoir. Et là, c'est 6 jours sur 7 en moyenne que l'on se fait empoisonner. On parle du bio. Tout ce qui tombe, tout ce qui est pendu dans le ciel, tombe dans le sol et dans la pratique. Donc, ça, c'est ma question. Si vous oubliez bien vos suggestions, je ne pense pas que ça puisse venir de nos représentants. Des associations très actives ont tenté à Bruxelles, à Paris. Ça ne donne absolument rien. Si vous me permettez aussi, j'aimerais faire un petit commentaire pour ceux qui se sentent seuls. Qu'il y a à Gex, entre 10h, officiellement jusqu'à 11h, des rencontres où la parole est libre, où l'écoute est respectueuse. Ça s'appelle Stand in the Park. Dimanche prochain, ce sera la 202e dimanche de suite, sans interruption. Et je vous invite à venir. Ça se passe au Parc des Cèdres, en plein centre de Gex. Donc je vous remercie de m'avoir autorisé. En tout cas, j'ai pris l'initiative d'en parler, parce que ça me paraît important qu'on soit aussi soudés que l'on puisse être aujourd'hui. Et on a tous une pierre à porter à l'édifice. C'est vraiment multiforme, selon ses aspirations, selon ses engagements. Et on peut y arriver. Et d'ailleurs, on va y arriver. Merci. On y est.
sur les deux. Oui, je reviendrai sur la souveraineté. Chacun est souverain. On l'a oublié. Tout le monde a oublié que chacun d'entre nous est souverain. On parlait des élections municipales. La commune devrait être le centre de la démocratie et de l'expression souveraine des populations. On l'a oublié. Les élus ne côtoient plus les habitants. Comment ils écoutent la population, comment ils s'inspirent de la population au quotidien s'ils ne considèrent pas comme souverains dans la commune. L'exemple suisse, il est extrêmement important. Alors c'est vrai qu'il y a, vous observez aujourd'hui les dérives, hein, au niveau notamment des textes, des communications, etc., parce que ça se passe à l'intérieur de ça. Mais ça reste quand même l'exemple. À améliorer, à conserver, à améliorer pour vous, mais en France. La commune a dilué ses compétences dans des structures qu'ils ont inventées. Demandez à un élu quelles sont les compétences de la commune aujourd'hui. Ils ne pourront pas vous répondre. Elles ne savent pas où sont décidées les choses. Et je soutiens la demande de Jean-Frédéric. Présentez-vous. Aidez les communes à se réveiller, à écouter la population, à vivre avec la population, à inventer des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire dans les communes. Et là, vous allez réveiller un territoire, vous allez réveiller des gens qui vont s'occuper du territoire. Alors, l'exemple qu'on a aujourd'hui au niveau européen, ce sont une fonctionnaire qui dirige l'Europe. Pas une élue. Tiens donc. Nos élus en France, leur souveraineté, ils l'ont donnée à l'Europe. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien décider dans tous les domaines. Donc il est temps effectivement qu'on se réveille. Regardez ce que ça produit une Van der Leyen. La guerre, pas la compétence. Les financements, pas la compétence. La santé, pas la compétence. Et aujourd'hui, on s'autorise à ce qu'un peuple puisse pas voter son président, la Roumanie. Et on accepte ça. Je pense qu'on ne l'accepte pas. On ne peut pas accepter ça. Dans 2 ans, ça va être l'intervention de Van der Leyen pour que Macron puisse faire un 3e mandat. Je crois qu'on a effectivement, il faut qu'on se réveille. On a des choses à faire en France immédiatement. Hein. Ne serait-ce qu'aller voir nos députés et puis leur dire que ça peut être... Une question ou pas? Non. Vous voulez faire un mot de conclusion? Je vais répondre à la question de monsieur en lui disant que j'ai aucune espèce d'expertise sur le sujet qu'il a soulevé. J'ai entendu parler de ça comme tout le monde. Je n'ai aucune connaissance en matière de réglementation aérienne, ni de chimie, ou alors si peu que pas. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous voulez bien me faire parvenir les documentations que vous avez sur ce sujet, je vous promets de l'examiner et je vous répondrai. Voilà la seule chose que je peux vous dire pour l'instant. Sur le reste, pardon mesdames, le propre de la souveraineté, c'est que c'est comme d'être enceinte. On l'est ou on ne l'est pas. On ne peut pas être un petit peu, à moitié, quand on en a envie, quand ça nous arrange. C'est pas comme ça que ça marche. Et le drame, c'est qu'effectivement, nous avons perdu le sens de ce à quoi ça engage. Il vaut mieux être maître chez soi que le 2e arôme, comme dit l'adage. On a fait collectivement, alors sans mon soutien, vous l'avez compris, cher monsieur, c'est une horreur pour moi ce qui est en train de se passer. J'ai fait campagne contre tous les traités européens, les uns après les autres, depuis 30 ans. J'ai aucune espèce de problème avec ça. De se retrouver effectivement avec commission qui s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a pas sans que personne ne le conteste. Pour tout vous dire, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je demandais à mon équipe et à notre avocat s'il n'y avait pas un moyen d'aller porter devant la Cour de justice de l'Union européenne la décision de la Commission européenne qui dit que malgré l'opposition de la Hongrie dans une décision qui devrait être prise à l'unanimité, la Commission décide d'allouer une aide financière encore à l'Ukraine. Alors qu'en principe, l'opposition d'un seul des pays membres devrait suffire à ce que ça ne soit pas possible. Eh bien, la Commission a outrepassé cette opposition en expliquant que, de manière tout à fait formidable,
De toute façon, comme il est de notoriété publique que M. Orban est un allié de M. Poutine, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, enfin bon, eh ben, c'est comme si son opposition ne comptait pas. De la manière que le Premier ministre espagnol Sanchez, qui va être rattrapé, suivez la presse, bientôt par des affaires de corruption assez graves, donc dans l'année, je pense que son compte va être réglé, lui a décidé qu'il convoquerait tous les partis espagnols en rentrant de la commission de Bruxelles dont je viens de parler, pour voir avec les partis espagnols comment fera l'Espagne dans cette affaire, sauf le parti Vox, qui considère comme un allié de Poutine, donc il ne recevra pas les alliés de Vox, alors que Vox a des députés au Parlement, et ainsi de suite. Et je vous en passe comme ça, il y en a absolument tous les jours. Et vous avez peut-être appris que le gouvernement portugais est tombé hier. Oui, oui, il y aura des élections législatives au Portugal au mois de mai. Donc, si vous voulez, tout va bien. En France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Belgique. Enfin, nous nageons dans un océan de bonheur. Tout ça est en train de s'effondrer, je vous le dis. Donc, le problème n'est pas de nous mettre la tête sous les cendres, même si c'est la période du carême. Ça n'est pas le même sujet. Soyons prêts à prendre la relève. C'est ça qui nous attend, les amis. C'est en train de tomber. Sinon, ils n'auraient pas la trouille. Ils ont la trouille, je vous garantis qu'ils ont la trouille. Donc voilà, ne nous plaignons pas, retroussons-nous les manches, sursum corda, et rendez-vous le dimanche de Pâques, parce que le plus important, c'est quand même là que ça nous attend. Merci de votre patience et de votre participation, en tout cas, de cette bonne soirée. Je voulais juste vous remercier et vous dire continuez à créer du lien, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, on va continuer à créer du lien, effectivement, et se retrousser les manches. Merci à vous deux d'être venus. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette réunion. Je voulais à nouveau remercier donc la mairie de Pressin de nous avoir prêté cette salle, Agora TV d'avoir filmé. Vous retrouverez sur Odyssée la soirée. Je voulais dire aux Suisses, s'il y en a dans la salle, que vous avez l'initiative pour la souveraineté à votre disposition, que vous pouvez signer et faire signer. Elle est juste dans le bon thème de la soirée. Et vous avez également un référendum pour refuser l'identité numérique en Suisse. Alors n'hésitez pas, je les ai mis à l'entrée dans la salle. Je voulais vous dire que notre prochaine conférence, toujours en binôme avec le mouvement fédératif roman, sera le 5 et le 6 mai. Le 5 mai à nouveau à Ferney-Voltaire et le 6 mai à Lausanne. Et ce sera Marc-Gabriel Draghi, qui est un historien de la monnaie, qui va nous retracer l'histoire de la monnaie et qui va arriver jusqu'aux monnaies numériques de Banque Centrale, dont Jean-Frédéric d'ailleurs a parlé ce soir. Donc le 5 mai à Ferney-Voltaire et le 6 mai à Lausanne. Maintenant, on va vous quitter. Si vous avez la gentillesse de rassembler les chaises par là-bas, ce serait vraiment gentil. Et je vais vous demander également de penser à nous, parce que nous sommes tous bénévoles. Nous avons beaucoup de frais, ça a l'air de rien. Je sais que les gens sont toujours étonnés, mais nous avons des frais de déplacement, de bouche. Faire venir des gens n'est pas gratuit. Avoir des salles n'est pas gratuit. Et on vous remercie pour votre générosité, parce que c'est vrai que nous sommes toujours très, très limites, et on se demande toujours si on aura assez pour la prochaine fois. Donc vous avez une boîte à la sortie. Voilà. Et merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.